Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue dans votre émission de talk show Faut qu'on en parle. En ce début d'année, et pour arrêter de parler toujours de choses négatives dans ce contexte plutôt morose depuis plusieurs mois, nous nous sommes dit que commencer une année avec un projet positif serait le bienvenu. Alors pourquoi pas réussir à faire un bébé ? Nous nous sommes donc entourés pour cette émission de spécialistes, d'experts sur le sujet qui vous éclaireront pour assouvir votre désir de maternité ou paternité. Faut qu'on en parle, bien évidemment, c'est votre émission interactive. N'hésitez pas à interagir avec nous en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 qui lui est ouvert 24 heures sur 24. Et pour ne pas changer une équipe qui gagne, je suis toujours accompagné de Mylène pour co-animer cette émission. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Au vu des dernières années, de nombreuses personnes s'inquiètent pour la génération qui arrive et certains renoncent même à avoir des enfants. Covid, attentat, pollution, est-ce la bonne période pour avoir un bébé ? 23 millions de fausses couches se produisent chaque année, soit environ 15% du total des grossesses dans le monde. Notre vie quotidienne en est-elle responsable ? Comment gère-t-on émotionnellement cet échec ? L'endométriose est une maladie qui peut avoir des conséquences sur la fertilité de la femme. 50 à 70% des femmes atteintes d'endométriose deviennent mamans. Comment la médecine aide à procréer ? Difficulté à tomber enceinte, quelles sont les alternatives dans le cas où l'on n'arrive pas à avoir d'enfants ? PMA, FIV, à qui est-ce réservé ? Comment cela se passe ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Nouvelle année, un bébé à tout prix ? C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et on commence notre tour de table avec Anne Cohen-Bilimas. Vous êtes biologiste et présidente de Serbe Alliance Côte d'Azur. Bonsoir. Bonsoir Mylène, écoutez, je suis ravie d'être là ce soir avec vous. Effectivement, mon parcours c'est pharmacienne biologiste au début. Et puis j'ai rejoint le Serbe Alliance. Nous recevons aussi le docteur Laurence Lacroix-Certelon. Vous êtes médecin biologiste, coordinatrice du centre de FIV à la clinique Saint-Michel à Toulon. Oui, bonsoir. Je travaille donc avec docteur Biimaz. Et nous avons monté le centre sur Toulon, qui est le seul centre du Var depuis 2003. On a Nathalie Amiot, qui est fondatrice du magazine Fertile Mag. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ravie d'être parmi vous. Eh bien, je suis fondatrice du magazine Fertile Mag, mais aussi présidente de l'association Communauté Enfants Cadeaux Internationale, qui aide toutes les femmes qui ont recours à la PMA à l'étranger et aussi dans le parcours du don de gamètes, don d'ovocytes, don de sperme, accueil d'embryons, voilà. On a Célia aussi, qui est une femme seule et qui cherche à avoir un enfant. Bonsoir Célia. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Célia, j'ai 42 ans et je suis en plein parcours PMA. On a Jean-Luc Bleu, fondateur de Baby's Life, venu tout droit de Barcelone. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi je suis basé à Barcelone et je m'occupe d'accompagnement pour les couples en difficulté qui ne trouvent plus de solution en France. Donc j'essaye de les aider ailleurs, dans d'autres destinations. On a Frédéric Roux-Autier aussi, qui est psychologue à la Cadière d'Azur. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous. J'ai travaillé pendant 12 ans dans le service du professeur René Friedman à Béclair et donc j'ai rencontré beaucoup de mamans, de couples qui étaient dans une démarche d'aide médicale à la procréation. On a Béatrice Art qui est psychologue également. Bonsoir. Bonsoir. Donc je suis psychologue et psychanalyste à Toulon. Donc j'exerce en cabinet et en psychiatrie adulte. Et aussi, j'interviens dans la périnate à l'UAPB, qui est un centre plutôt du côté de la psychiatrie. Et enfin, on a Myriam Poulain, qui est présidente de l'association Endo Action au téléphone. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, Myriam Poulain, je suis présidente de l'association Endo Action. Le but de l'association, c'est d'aider, d'informer et de soutenir les femmes atteintes d'endométriose et leurs proches. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission en vidéo sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, vous avez été très curieux et vous nous avez posé pas mal de questions. Commençons tout de suite cette partie avec quelques chiffres.
Alors les chiffres, effectivement, du coup, en 2020, il y a eu 736 000 enfants qui sont nés vivants. En 2010, nous avons eu un pic à 832 799 naissances. Effectivement, ces dernières années, il y a de moins en moins de naissances. Le taux de natalité est donc en baisse. C'est le plus bas niveau de naissance enregistré depuis la fin de la guerre en 1945. Une récente étude de l'Institut national de démographie, l'INED, vient confirmer que pour la première fois depuis 75 ans, la France a enregistré plus de décès que de naissances. Peux-tu nous parler des fausses couches, Luc? Oui, une fausse couche est selon l'assurance maladie française une interruption spontanée de grossesse qui survient au cours des 5 premiers mois. 10,8% des femmes ont déjà vécu une fausse couche. Cela représente environ 44 grossesses perdues chaque minute. Et pourtant, le sujet reste encore tabou. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'en parler sur Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Lucie de Lannion. J'ai fait une fausse couche il y a 3 mois. Le sujet est encore très tabou en France. Je me sens tellement incomprise. On a Lise de Loche. Merci d'aborder ce sujet, c'est très important. Effectivement, la période actuelle met beaucoup de doutes sur le fait d'avoir des enfants. Hâte d'écouter vos invités. Hachim de Paris, c'est pas pire de faire un enfant maintenant qu'en période de guerre. Et donc nous recevons beaucoup d'experts en fertilité dans cette émission, mais pour une majorité de femmes, cela ne pose souvent pas de problème de tomber enceinte. Avant d'annoncer la bonne nouvelle assez proche, on attend toujours quelques semaines, car une fois enceinte, il y a un risque de faire une fausse couche. Nous l'avons dit en introduction, plus de 10% des grossesses sont concernées. Alors qu'est-ce qu'une fausse couche? On va peut-être demander à Nathalie. Eh bien, une fausse couche, c'est lorsque l'embryon, qui au départ va partir, on va dire, avec un capital génétique, et va se développer. À un moment donné, il y aura certainement une anomalie dans cet embryon et le corps de la femme est extrêmement bien fait puisque ça va se terminer en fausse couche, soit qui sera aidé par le corps médical, soit naturellement. Pour beaucoup de femmes font des fausses couches, elles ne s'en rendent pas compte, il faut le savoir. Et du coup, évidemment, le corps est bien fait, puisque souvent, si l'embryon se développait normalement, on risquerait d'avoir un enfant anormal et avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Effectivement, et quand on fait une fausse couche, souvent, ça génère des problèmes émotionnels. Comment on peut gérer ça, cet échec? Et quelles sont les séquelles psychologiques qu'on peut avoir après une fausse couche? On peut demander ça à nos psys ou à Jean-Luc? La parole au psy peut-être sur ce plan, ça sera plus... Ouais. Je pense qu'une fausse couche, il faut jamais la traiter de manière anodine. Ça laisse des traumas chez toutes les mamans qui ont vécu des fausses couches. Certaines ont besoin d'en parler et de consulter, de mettre des mots sur ce moment-là. J'ai rencontré de nombreuses femmes qui avaient du mal à tomber enceinte après une fausse couche. Donc, on ne peut pas banaliser cet événement-là. On peut considérer, et je pense que vous avez une auditrice qui l'a bien souligné, 8 mois après, c'est extrêmement difficile d'en parler. C'est un événement traumatique dans une vie d'une femme, tout comme une IVG, je dirais. Et en tant que médecin et biologiste, comment on gère quand il y a une fausse couche? Comment on explique à la famille ce qui vient de se passer? Alors, déjà, il faut... Alors, moi, je vais vous parler dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Donc, on fait le transfert d'un ou 2 embryons. On attend 15 jours pour savoir si ça a fonctionné ou pas. On fait une première prise de sang. Et puis, souvent, on dit à la patiente de revenir 2 jours après pour voir si la cinétique des bêta-HCG est bien positive. Et parfois, effectivement, la grossesse s'est arrêtée. On est là pour leur expliquer, comme a dit Nathalie, que parfois la nature fait bien les choses et que l'œuf n'est pas resté parce qu'il probablement il avait des anomalies chromosomiques. Et ensuite, on essaie au mieux de les accompagner et surtout de ne pas rester sur cet échec. Est-ce qu'il arrive, pardon de vous d'interrompre, est-ce qu'il arrive de faire les examens type DPI sur les embryons dans votre centre ou Alors, nous, à Toulon, on n'a pas l'autorisation pour le faire, mais effectivement, on peut orienter les couples dans les centres qui ont l'agrément. DPI, juste, ça veut dire quoi pour les auditeurs qui ne savent pas? En fait, le DPI, ça va être l'examen sur les embryons qui va permettre de voir si justement on a présence d'anomalies génétiques. Et c'est pour ça que je posais la question directement. Ça, c'est un gros problème en France parce qu'on ne réalise pas ces examens. Et par exemple, on peut avoir une première fausse couche. C'est pas
ça, c'est courant, c'est pas très très grave. Mais par contre, dès la deuxième fausse couche, il serait très très important de réaliser ce type d'examen afin de voir si réellement il y a un souci. Et malheureusement en France, le système de santé ne permet pas de faire systématiquement ce type d'examen pour une question de coût, souvent. Mais c'est extrêmement dommage parce que on pourrait éviter mais énormément de fausses couches. Alors, DPI, si je peux expliquer ce que ça veut dire, c'est diagnostic préimplantatoire. Et donc, il est pratiqué en France, effectivement, mais pour certaines pathologies bien précises sur lesquelles il y a une autorisation et on le pratique. Laurence, peut-être, pourra donner les indications principales, mais on le réalise en France. Sur certaines maladies génétiques. Voilà, mais le souci, c'est qu'il faudrait qu'il se pratique beaucoup plus. Beaucoup plus pour justement ne pas perdre autant de temps et avec des fausses couches et essayer de savoir au moins s'il y a un souci ou pas. Pardon. Je pense qu'il y a 2 DPI. Il y a le DPI pour les maladies génétiques où on va transmettre à l'enfant. Et il y a le DPI sur les embryons pour permettre justement de vérifier lorsqu'une femme, souvent un peu plus âgée qu'une autre, a une capacité ovocytaire plus basse, de sélectionner les meilleurs embryons ayant le meilleur capital génétique et notamment les embryons qui ne sont pas anaploïdes. Et je pense qu'il faut bien différencier les 2 techniques. C'est vrai que la France, sur ces techniques-là, est vraiment très en retard. Anaploïde, donc chromosomiquement normal. Voilà. Oui. À quel jour sont transférés les embryons ? Alors, ça dépend. On peut le faire à 3 jours, 4 jours, 5 jours. 2 jours, on le fait de moins en moins parce que l'embryon est moins évolué et on le sélectionne moins bien. D'accord. On détaillera tout ça tout à l'heure. Sur le plan, pour revenir au plan psychologique, c'est quand même. Moi, j'ai suivi beaucoup de femmes ayant eu des fausses couches. Il y en a beaucoup. Il y en a qui en ont à répétition, ce qui complique les choses. Ça dépend de la période aussi dans la grossesse, quand la fausse couche intervient. Le problème, c'est que ça fait quand même un trou dans l'histoire de la famille et que même si elle a d'autres enfants après, il en manque quand même toujours un. Et celui qui manque, on peut tenter de le retrouver à travers les autres enfants, ce qui n'est pas simple du tout. On a Stéphanie de Lyon qui nous dit « J'ai fait une interruption volontaire de grossesse, donc IVG que Nathalie parlait tout à l'heure, et je me demande si cela augmente le risque de faire des fausses couches par la suite. » Nathalie, peut-être ? Alors, dans l'expérience que j'ai, ça n'augmente pas les chances de faire des fausses couches, puisque c'est pas lié. C'est pas lié. On va dire l'IVG, c'est une interruption volontaire de grossesse. La fausse couche, c'est involontaire et du coup, ça n'a rien à voir du tout. Mais il peut y avoir quand même des affectations psychologiques, ça c'est sûr. Voilà. Il peut y avoir des blocages. Quelquefois, peuvent être traités par l'hypnose ou ce genre de choses qui peut être très intéressante. Mais effectivement, une IVG, c'est jamais gratuit. On peut très bien ensuite avoir des difficultés. Pour terminer un petit peu cette partie sur les fausses couches, est-ce que nos habitudes alimentaires, par exemple, ou notre mode de vie, par exemple la cigarette, l'alcool ou autre, peuvent être une raison d'une fausse couche ? Moi, je dirais que oui. Oui. Je dirais que nos habitudes alimentaires ne sont pas celles qui étaient celles de nos grands-parents, par exemple, qui mangeaient sûrement beaucoup plus sainement que nous. La cigarette. Donc ça amplifie les choses. Ça amplifie. Nous, les centres de fécondation in vitro demandent toujours aux patientes qui ont une intoxication, qui fument, d'arrêter le tabac. Et pareil, le poids élevé aussi, on fait très attention. Donc oui, je pense que le mode de vie peut influencer. Célia ? Alors, oui, en fait, je voulais intervenir simplement pour faire un témoignage, puisque moi, je suis une ancienne fumeuse. J'ai fumé pendant 20 ans. Et c'est vrai que tous les médecins que j'ai consultés m'ont clairement dit que la cigarette a été un énorme frein. Alors, j'ai un parcours un peu compliqué, c'est-à-dire que j'ai fait une IVG à l'âge de 21 ans. Ça a été mon choix. Mais entre l'IVG, le mode de vie, l'alimentation, la cigarette, aujourd'hui, je me retrouve j'ai observé ma réserve ovarienne qui a énormément baissé, mais dès l'âge de 33-34 ans. Alors qu'habituellement, c'est vers quel âge ? Alors, moi, je vais plus... dans ma famille, on est très fertile. Donc, c'est pour ça. Ma mère a eu son dernier enfant à 42 ans. Ok.
Naturellement, alors. Naturellement. Ah oui. Mais l'alimentation a un impact sur la femme au niveau des ovocytes, hein, il faut savoir, mais aussi chez l'homme. Hein, et que l'alcool, la cigarette diminue la fertilité chez la femme, mais aussi chez l'homme. Et ça, il faut le savoir. Donc, pour faire un bébé, il faut une bonne alimentation. Et la question, c'est pour faire un bébé, c'est quand on fait un bébé? On revient dans quelques instants. Comme nous le disions dans le sommaire, au vu des dernières années, de nombreuses personnes s'inquiètent pour la génération qui arrive et certains renoncent même à avoir des enfants. Covid, attentats, pollution. Faisons maintenant un tour de table. Est-ce la bonne période pour avoir un bébé? Qu'en pensez-vous? Carrément un tour de table? Qui veut commencer? Alors, moi, j'ai vu une émission, c'était il y a 2 jours, de Gérard Miller. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette émission, qui était sur les jeunes et le Covid. Et donc, il a interrogé 12 jeunes sur les 2 ans de Covid qui se sont passés. Et c'était très intéressant parce que beaucoup de jeunes ont changé complètement d'orientation, soit au niveau des études, soit au niveau de leur vie et de la façon d'appréhender l'avenir. Et je pense qu'effectivement, pour beaucoup, cette période a été très compliquée et peut-être que le désir d'enfant est remis à plus tard à cause de ça. Et c'était très intéressant de voir que c'était assez général chez les jeunes. Célia, pour vous, à 42 ans, c'est le bon moment? Oui, pour moi, c'est le bon moment. Après, ça a été aussi, lorsque j'étais plus jeune, j'ai interrompu une grossesse à l'âge de 21 ans. Je n'ai pas voulu avoir d'enfant par la suite parce que je souhaitais lui offrir de bonnes conditions. Et pour lui offrir de bonnes conditions, il a fallu que je reprenne mes études, que j'ai un bon emploi, que j'ai une situation professionnelle et personnelle stable pour ne pas mettre l'enfant en difficulté et ne pas me retrouver moi aussi en situation de difficulté. Très bien. Alors du coup, le bon moment, c'est quoi dans la vie pour avoir un enfant? Jean-Luc? Moi, je m'occupe de personnes qui veulent en avoir et qui n'arrivent pas à en avoir. Donc, il y a plusieurs critères. On l'a un peu senti. Il y a l'histoire de la situation financière, l'histoire de l'âge. Il y a peut-être d'autres critères. Oui. Il n'y a pas d'autres critères. C'est-à-dire que les gens, globalement, font les enfants trop tard. Donc, ils ont des difficultés pour en faire. De plus en plus tard, d'ailleurs. Hein, exactement. Donc, le problème de notre génération, c'est que les gens sont très jeunes. Une personne de 50 ans est très jeune. Sauf que physiologiquement, elle n'est pas jeune. Elle a le même âge que la personne il y a 100 ans. Ça n'a pas changé. Donc, si on fait les enfants trop tard, on a des difficultés pour les faire. C'est comme ça. Et donc, le bon âge pour faire l'enfant, le bon moment, c'est quand on peut. Si on attend de ne pas pouvoir, ou bien parce qu'on attend volontairement, ou bien parce qu'on n'est pas informé, tout simplement, on ne sait pas à quel âge il faut faire les enfants. Donc, ça passe aussi par des campagnes d'information, etc., pour que les gens, en conscience, disent « Bon, ok, moi, j'en veux pas, ou j'en veux pas maintenant, mais je suis conscient. » La plupart des gens, ils ne savent même pas quand ils peuvent ou quand ils peuvent. Oui. Puis alors, l'horloge biologique qui tourne, c'est ça, hein, clairement. Donc, exactement. Il faut quoi. Il faut passer à l'acte. Exactement. Il faut penser qu'un enfant, on doit le faire pour ne pas avoir de soucis avant 25 ans. Voilà, oui, dans l'idéal. Bien sûr. Bien sûr. La fertilité chez la femme diminue à partir de l'âge de 35 ans. Et vers 38 ans, c'est vraiment une grosse baisse et un risque de fausse couche. Et de trisomie aussi. Parce qu'aujourd'hui, l'âge moyen pour les enfants, c'est plutôt de la trentaine, je crois. Ça commence déjà à être un peu trop tard. Ah oui, parce que pour avoir 25 ans, il n'y a pas beaucoup de personnes autour de moi qui ont déjà des enfants à cet âge-là aujourd'hui. Ah, pourquoi tu aurais 25 ans, c'est ça? Je sais pas. Si les gens ne font pas d'enfants avant 25 ans, il faudrait au moins qu'ils sachent s'ils peuvent en avoir facilement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une série d'examens que l'on peut faire. D'ailleurs, je crois que ça a été débattu il n'y a pas longtemps à l'Assemblée, il me semble. Si effectivement on sait qu'on veut faire des enfants tard, il faut réaliser une série d'examens qui va nous permettre de se dire oui, ok, on n'a aucun souci. Mais c'est parce que je pense qu'aujourd'hui les jeunes ils sont plus dans cet esprit-là. Enfin, c'est trop autour des 30 ans. Oui, mais les gens ils doivent se poser la question quand ils sont en couple. Etc. Au moins savoir si à 20 ans ou 25 ans on a 0 problème de fertilité et puis on n'aura pas trop de mal à en avoir à 30. Exactement. Si on a le moindre souci, tout à l'heure on parlera de l'endométriose par exemple, qui est une maladie évolutive, mais si on a le moindre souci, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, effectivement, elle va évoluer. Et elle va évoluer à pire. Donc, il faut qu'on se pose la question de faire les enfants plus tôt si on détecte la moindre pathologie. Célia ? Après, moi, je pense très honnêtement que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas informés sur tout ça. Et c'est pour ça en fait, que on ne regarde pas si notre fertilité est bonne ou non.
pour avoir été à l'école comme tout le monde. On nous a parlé donc de tout ce qui est préservatif et tout ça. Mais on nous a pas dit, attention, après 25 ans ou à l'âge de 30 ans, votre réserve ovarienne peut baisser, faites les tests. Pire que ça, on nous explique que les enfants, on les fait en claquant des doigts. C'est et ça. qu'il faut faire très attention. On nous a élevés avec cette culture de la peur quelque part d'avoir un enfant. C'est ce qui fait que ça a peut-être aussi freiné pas mal de jeunes. Après, avec le temps, aujourd'hui, notre subconscient nous le dira toujours si on veut avoir des enfants ou non. Parce que étant très jeune, je disais à ma mère, ne t'inquiète pas. Dieu a créé l'homme et l'homme a créé la banque du sperme. Donc je pense que mon choix était déjà fait très jeune. Okay. Je pense aussi que les jeunes comptent beaucoup sur la PMA à l'heure actuelle, parce qu'on en a entendu parler beaucoup ces derniers temps. On va en parler en détail après. Et donc du coup, peut-être que c'est un peu biaisé. Et que, effectivement, je pense qu'il faudrait dans les manuels, notamment en université ou je sais pas dans les cursus, expliquer à tous ces jeunes qui font des études, mais ceux qui n'en font pas, peut-être pendant la journée des citoyens, pourquoi pas, leur dire attention, vous voulez des enfants, mais c'est pas toujours possible quand vous voulez. Donc voilà, je pense Béatrice, que c'est une indication. L'aspect psychologique de tout ça. Oui, alors je pense qu'il faut faire quand même très attention aussi à cette question. Parce que d'abord, sur le plan social, la vie des femmes s'est transformée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles font des études, elles veulent avoir une carrière professionnelle, ce qui retarde le moment, pour certaines, d'avoir un enfant. Et puis, une femme, c'est pas qu'un organisme biologique. C'est la question de vouloir un enfant. Est-ce que c'est un besoin d'avoir un enfant à tout prix ? Est-ce que c'est un désir d'enfant ? Est-ce que la société nous dit qu'on a le droit d'avoir des enfants ? Et que du coup, ce droit, si on n'en a pas, on nous doit réparation. Et ça pose énormément de questions, tout ça. On ne peut pas balayer rapidement cette question comme si le désir d'enfant, c'était quelque chose... Dîner, voilà, je suis une femme, j'ai envie d'un enfant. Voilà, tout à fait conscient. Il y a une pression sociale, une pression familiale. Il y a rien de plus naturel que d'avoir des enfants, c'est ça le thème. C'est-à-dire qu'on est l'être humain est un petit animal qui est là pour se reproduire par la survie de l'espèce. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on est en train de changer complètement le mode de procréation. Peut-être, mais... Donc on est en train que ça se banalise du coup ? Non, mais on est en train de se dénaturer justement. On n'est plus dans la conception naturelle de... Alors peut-être dans nos sociétés, on va dire, dites occidentales, peut-être qu'au fin fond de l'Afrique, on n'est pas encore assez dans ces logiques. Oui, là on parle que de... En Afrique, et un peu partout dans le monde, il y a à peu près les mêmes statistiques sur l'infertilité. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème qu'on va retrouver partout. Il n'y a aucun pays qui se sauve de ça. Est-ce que c'est l'industrialisation, la nourriture industrielle, etc. Il y a des tas de choses qui perturbent tout ça, perturbateurs endocriniens, etc. Donc, on retrouve pratiquement les mêmes statistiques. Les cliniques de fertilité dans le monde entier sont pleines. Effectivement. On avait tout à l'heure Hachim qui nous disait dans les réactions, c'est pas pire de faire un enfant maintenant qu'en période de guerre. Est-ce que Frédéric veut donner son avis sur cette question ? Ça, c'est fort quand même. C'est fort quand même. Bah, cette période un peu, Covid, contexte, économique. Est-ce qu'on n'est pas en guerre, justement ? J'écoutais tout le monde très attentivement. Ce qui ressort actuellement chez les trentenaires et chez même les plus jeunes, ce que soulignait Laurence tout à l'heure, des jeunes couples trentenaires disent clairement, actuellement, qu'ils ne veulent pas d'enfants. Par rapport à tout un contexte social, un contexte économique, mais ils le verbalisent. Moi, dans mon cabinet, actuellement, j'ai beaucoup de jeunes couples, hommes ou femmes, qui verbalisent leur souhait de ne pas avoir d'enfants. Ils donnent des raisons ? Bien sûr, ils expliquent que c'est pas dans leur but, c'est pas dans leurs objectifs de vie. Qu'ils ne voient pas l'intérêt. Et la question de la trace... Ce qui ferait rager beaucoup de personnes qui cherchent à en avoir. Tout à fait. Et laisser une trace de leur passage, ils disent, nous, on s'en moque, quoi. Mais à 30 ans. D'accord. À 30 ans. Mais à 30 ans, on peut changer à 40 ans. Parce que moi... Et c'est là, les regrets s'installent. C'est des personnes qu'on après, retrouve c'est trop quelques années après. Les regrets, c'est compliqué. Voilà. Mais peut-être que c'est pas le moment, c'est pas le bon partenaire. Ça se voit aussi dans les aides médicales à la procréation, des femmes qui ont des stérilités non expliquées et elles changent de compte. Après, on parlera des maladies comme l'endométriose, mais... Bien sûr. Oui, attention à cette pression-là de... Il faut faire un enfant. C'est vrai. Il y a des gens qui se positionnent très clairement comme respecter, on n'en veut pas.
Et à l'inverse, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui célibataires qui veulent des enfants. C'est un peu comme les mariages, etc. Et puis à l'époque, effectivement, les gens, ça y est, t'es marié, ça y est, dans 9 mois, un bébé, quoi. Voilà. Et en fait, nous, maintenant, c'est plus vrai. On l'a vu en novembre, l'association, on a vu le nombre de femmes voulant un enfant augmenter de 70%. On a Huguette qui a 80 ans qui nous demande si en tant que professionnel vous avez constaté que le Covid mais surtout le confinement ont eu des conséquences sur le fait de vouloir un enfant. Est-ce que vous avez une réponse à lui donner? Non. Ça change rien. Non. On veut plus parler du Covid. Ah merde. D'accord. Ça c'est vrai. Non, il y a pas eu de changement. Oui. Non, il n'y a pas eu de changement. En tout cas, moi, c'est durant la période de Covid que j'ai découvert l'association, que j'ai pu avoir plus de temps pour réfléchir à mon projet, parce que je suis quand même une femme seule. J'ai pas de famille, j'ai pas non plus forcément les amis avec qui je pourrais en parler, parce que ils sont dans cette normalité de monsieur, madame, la maison, les enfants, le chien, et que je suis pour eux un peu hors norme. C'est même pas en plus une question de. Voilà, à leurs yeux, je suis un petit peu hors norme, puisque moi j'ai toujours voulu être maman célibataire. Oui, voilà. Maman solo, j'ai toujours voulu être. Ça a été un choix de vie, mais je ne savais pas comment faire. J'ai pas été forcément orientée, j'ai pas été conseillée. Et oui, quelque part, je pense que je serai la seule Française à le dire, mais merci Covid, puisque j'ai eu plus de temps pour me consacrer à mon projet et pour découvrir l'association C'est qui. Peut-être que pendant la période de Covid, certaines personnes se sont retrouvées très seules aussi. Et que faire un enfant, c'est aussi une solution pour plus être seule. Peut-être, mais ça n'a pas été mon cas en tout cas. Non, mais je parle pas de vous. Mais... Parce que moi, je veux un enfant depuis l'âge de 16 ans. Il y a un désir de maternité depuis l'âge de 16 ans. J'ai été mariée à l'âge de 20 ans. Ça a été un choix parce que, en plus, pour moi, c'était la solution pour être maman. Oui, voilà. normalement. Et puis, faut dire ce qui est. Moi, je suis d'origine maghrébine. Donc, les enfants, on les fait quand on est marié. Donc, je me suis précipitée vers le premier venu et puis j'ai vu que c'était pas ça. Je me suis quand même retrouvée enceinte et finalement, c'était pas la bonne situation. Donc, j'ai décidé de faire d'interrompre cette grossesse et au final, par la suite, aujourd'hui, ça a été un choix de vie vraiment mûrement réfléchi. Heureusement, ce choix-là, il a été fait, mais longuement avant le Covid, mais je ne savais pas. En France, on n'est pas informé. On parlera fin d'émission, on aura une expérience complète voilà. sur le parcours de Célia. Alors souvent, on se dit que quand on est jeune, on peut facilement avoir des enfants, puis un moment donné, on essaye, ça vient pas, on en a parlé, clairement. Jean-Luc, lors de la préparation, vous nous disiez que certaines maladies de fertilité, si elles sont anodines jeunes, peuvent devenir un problème, passé 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui, c'est ce que je disais avant, c'est-à-dire que toute maladie évolutive... Globalement, c'est pour tout le monde pareil. Quand on est jeune, tout fonctionne bien. On peut courir, on peut sauter, on peut faire un tas de choses. On peut avoir des maladies qui effectivement vont évoluer. Exactement. Et on est généralement malade à la fin de notre vie. C'est-à-dire que, mais toutes ces maladies, on les avait déjà. D'accord ? Toutes les maladies que l'on peut avoir, on les a toute notre vie. Simplement, elles évoluent toutes et à la fin de notre vie, elles sont déclarées, etc. Donc, la fertilité, c'est la même chose. C'est-à-dire que on est porteur de symptômes, de pathologies, de maladies qui sont totalement insignifiantes à 20 ans, mais qui vont évoluer. Et si jamais elles concernent notre fertilité, en fait, tout simplement, on va avoir un mal fou, voire on ne pourra absolument pas avoir d'enfant. On a Dorian qui nous demande concrètement de quelle maladie vous parlez. L'endométriose, c'est la plus courante. On va en parler juste après. C'est une maladie extrêmement simple, finalement, qui peut se détecter assez tôt. Il n'y a aucun problème pour quelqu'un qui est atteint d'endométriose. Enfin, pas tout le monde, évidemment. Mais il n'y a aucun problème. Si à 20 ans, il a une endométriose et il tombe enceinte, elle aura un bébé, il n'y aura pas de souci. Si cette même endométriose a évolué à 35 ans, elle n'aura pas d'enfant. Et en plus, elle se retrouvera dans une situation, effectivement, de souffrance, etc. Et bien justement, on va attaquer cette seconde partie autour des difficultés de la grossesse. Comment la médecine... Faut qu'on en parle, seconde partie. Comment la médecine aide à procréer ? Quelles sont les alternatives dans le cas où l'on n'arrive pas à avoir d'enfant ? PMA, FIV, à qui est-ce réservé ? Nous allons maintenant aborder toutes vos questions avec nos invités. Faut qu'on en parle, les chiffres.
Luc, peux-tu nous parler de l'endométriose ? Oui, l'endométriose touche en France 10% des femmes en âge de procréer, soit 1,5 à 2,5 millions de femmes environ. Le diagnostic intervient souvent, malheureusement tardivement, on vient rapidement d'en parler, alors que cette pathologie s'est déjà installée et que les symptômes, douleurs, infertilité se sont aggravés. Malheureusement, l'endométriose est encore méconnue des professionnels de santé, trop souvent sous-diagnostiquée et assez mal prise en charge. On parlera après des PMA, FIV. Alors, est-ce que tu as quelques chiffres sur ça, Luc ? Oui, 1 sur 30, c'est le nombre d'enfants en France. C'est le nombre d'enfants en France qui est conçu par PMA, procréation médicalement assistée, pour être très précis, un taux qui ne cesse d'augmenter. Nous l'avons légèrement évoqué en première partie d'émission. Environ 400 000 enfants conçus par fécondation in vitro sont nés en France. Dans 5% des cas, il y a un donneur tiers. Un couple sur 5 rencontre des difficultés à procréer. Oui, c'est énorme, un couple sur 5. À partir de 38 ans, 30% des femmes ne réussiront même pas à avoir d'enfants. On peut aussi souligner que dans le monde, depuis 1950, le taux de fécondité mondiale a diminué de moitié. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. Et pour continuer ce débat, voici quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur, le 07 839 839 75. On a Sam du côté de Lille, dans le Nord, qui nous dit « J'ai 25 ans, je tente d'avoir un enfant avec ma femme depuis 3 ans. Nous n'y arrivons pas. Votre émission tombe à pic. » Margaret de Calvi, ma fille est née d'une PMA. C'est fou ce que la médecine arrive à faire aujourd'hui. Sans ça, je n'aurais jamais pu avoir d'enfant. Alors, on l'a vite fait évoquer, l'endométriose est une maladie méconnue qui touche pourtant 10% des femmes. Oui, nous avons Myriam Poulain qui est présidente de l'association EndoAction. Est-ce que vous pouvez expliquer à Eliane de Lyon qu'est-ce que l'endométriose et est-ce que c'est une maladie grave ? Alors, l'endométriose, comme on vient de le dire, c'est une maladie gynécologique, chronique, complexe et incurable. Alors, maladie grave, alors ça dépend ce qu'on peut dire par grave. C'est une maladie, donc déjà pour moi une maladie c'est déjà grave parce que quand on est malade on n'est pas dans un état toujours bien. Alors après, l'endométriose c'est une maladie complexe parce que certes certaines femmes ont beaucoup de symptômes et d'autres femmes n'ont pas de symptômes. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie complexe et ce qui fait aussi le retard de diagnostic. Les principaux symptômes donc de cette maladie. C'est la question qu'on allait vous poser, Myriam. C'est quoi effectivement les symptômes de l'endométriose et clairement, quelle est la cause de l'endométriose ? Quand est-ce qu'elle se déclare ? Enfin voilà, on veut tout savoir. C'est ça. Alors les principaux symptômes donc c'est les douleurs pendant le cycle menstruel, donc aussi bien avant, pendant ou après les règles. Ça peut être aussi des douleurs pendant les rapports sexuels. Ça peut être aussi des douleurs quand on va aux toilettes, aussi bien à la miction qu'à la défécation. La fatigue chronique peut être aussi symptomatique de l'endométriose. Les règles hémorragiques, donc quand on perd énormément de sang pendant les règles, c'est pas non plus forcément normal. Donc voilà, les principaux symptômes que je viens de dire peuvent être cumulés et il y a ça aussi des femmes qui sont asymptomatiques et donc qu'on diagnostique tardivement parce que justement, par exemple, elles ne tombent pas enceintes et voilà. Et donc comment on voit si on a une endométriose avant de vouloir tomber enceinte quand même ? Alors, le principal diagnostic, ça se fera par des examens, par l'imagerie, je vais dire ça comme ça, donc une échographie ou un IRM. Mais il faut savoir aussi que ces examens-là doivent être faits par des médecins qui connaissent bien la maladie, sinon ils peuvent passer à côté en fait. Très bien, effectivement. Quelles peuvent être donc les conséquences de l'endométriose ? Que sur la fertilité ou autre ? Justement, la fertilité, ça peut être symptomatique de cette maladie. Alors, il faut savoir que cette maladie, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont peur quand elles sont diagnostiquées, parce que forcément, chose qu'il ne faut pas faire, mais qu'on fait toutes quand on apprend qu'on est malade, on va regarder sur Internet. Et donc, du coup, sur Internet, voilà. Mauvaise idée. Voilà, et donc comme on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir de l'endométriose et tomber enceinte facilement. Voilà, c'est au cas par cas, je dirais même. Il y a des stades dans la maladie, il y a des degrés d'atteinte, ça dépend aussi où seront les lésions d'endométriose. Et donc, il y a des femmes qui
qui vont tomber enceintes facilement. Il y a même des femmes qui vont être diagnostiquées après plusieurs grossesses. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Et après, pour celles qui n'arrivent pas à tomber enceinte naturellement, vous l'avez dit tout à l'heure, grâce à la PMA, elles aboutiront pour 50-60% des femmes à leur désir de grossesse, quoi. On a Céline qui nous demande, est-ce que l'endométriose peut se transformer en cancer et quels sont les stades ? Alors, se transformer en cancer, c'est pas prouvé encore. Les lésions d'endométriose sont bénignes. Donc, le lien direct entre cancer et endométriose, pour l'instant, ne s'est pas fait au niveau scientifique. Hein. Et la deuxième question, c'était quoi ? Quels sont les stades de l'endométriose ? Alors, il y a, comme je l'ai dit, il y a différents stades. Alors, les stades, c'est par rapport à la localisation des lésions d'endométriose. Donc, en général, les lésions sont localisées au niveau de l'appareil gynécologique, donc les trompes, le vagin, l'utérus. Et après, les lésions, et c'est ça aussi la spécificité de cette maladie, c'est que les lésions peuvent aussi se développer sur d'autres organes, notamment l'organe digestif, donc les intestins et le rectum, et aussi l'organe urinaire, donc les reins, l'urtère. Voilà, c'est vraiment une maladie qui peut être évolutive. Donc je dis qui peut parce que c'est pas non plus systématique. Hein, et d'où la complexité aussi de trouver un traitement, parce qu'aujourd'hui, alors que c'est une maladie qui pourtant a été découverte vers 1860, si je ne me trompe pas. Oui, quand même. Et donc on est en 2022 et on ignore encore les origines de cette maladie qui pourtant touche 1 à 2 femmes sur 10. Ça se soigne, l'endométriose ? Alors ça se soigne, mais ça ne se guérit pas puisque justement on ne connaît pas les origines. Alors ça se soigne comment ? Pour le moment, seuls les traitements, hormonaux, en bloquant donc le cycle, ça permet de diminuer, on va dire, l'évolution de la maladie. Sachant que quand on prend des hormones à 20, 30 ans, il y a tous les effets secondaires qui vont avec. Donc ça peut être l'acné, le manque de libido, enfin voilà. C'est pas évident, les bouffées de chaleur, enfin j'en passe, et la prise de poids, voilà. Et donc il y a aussi des femmes qui sont intolérantes aux hormones, et donc quand on est atteint d'endométriose et qu'on ne peut pas prendre de traitement, ou qu'on prend des traitements qui ne fonctionnent pas, hein, donc quand je parle des traitements, c'est traitements hormonaux, hein. Ça peut être une pilule en continu, ça peut être un stérilet. Il y a quand même plusieurs moyens hormonaux, hein, d'hormonothérapie, mais il y a des femmes qui ne supportent pas, donc c'est compliqué. Hein, et la maladie, donc là, récidive pour ces femmes-là régulièrement. On a Elena qui nous demande comment on réagit quand on sait qu'on a une maladie qui ne se soigne pas psychologiquement. Béatrice ou Frédéric ? L'une ou l'autre. Comme vous voulez. Ça dépend de son histoire et de son rapport à son corps aussi. Ça peut être traumatisant. Toute personne qui apprend un diagnostic... Peu importe la maladie en général. Peu importe la maladie. Oui. Alors là, ça touche l'intimité de la femme et le lieu, un lieu très particulier avec cet imaginaire que ces cellules migrent vers d'autres organes. Ça peut être très compliqué dans l'imaginaire. Mais de toute façon, quand on apprend qu'on a une maladie grave, invalidante, et qu'on va la garder toute sa vie, on peut être que choqué. Oui. Il y a ce tabou aussi de cette maladie que, moi, personnellement, je croyais à l'époque d'ailleurs que j'étais seule au monde à avoir cette maladie parce qu'en fait, on n'en parlait pas. On commence à en parler. Mais pourquoi on n'en parlait pas ? Parce que c'était trop intime, parce qu'on est en 1860. C'était secret. Pas, parce qu'il y a ce tabou de parler des règles dans notre société. Autant on voit du sang, mais quand c'est le sang des règles, d'ailleurs, même dans les publicités, il n'y a pas si longtemps encore, le sang dans les publicités pour les protections hygiéniques était bleu. Donc quand on parle du sang des règles, il y a ce tabou alors que il n'y a rien de plus naturel pour une femme que d'avoir ses règles, c'est comme ça. Mais on n'en parle pas. Et puis on a aussi eu tendance à banaliser la douleur de la femme
Donc comme si que c'était normal pour une femme d'avoir mal, voilà. Non, c'est pas normal. Personnellement, moi, quand j'ai été diagnostiquée, ça a été quand même un soulagement parce que j'ai souffert. J'ai été diagnostiquée à 30 ans passés. J'en ai 44 aujourd'hui. Donc j'ai souffert une bonne partie de ma jeunesse sans savoir que, en fait, c'était pas normal. Mais personne ne le savait, que ce soit ma famille, le médecin, voilà. Et donc, du coup, quand j'ai été diagnostiquée, ça a été un soulagement de savoir que toute cette souffrance, c'était à cause d'une maladie. Mais de l'autre côté, il y avait autre chose qui commençait parce que du coup, comme c'est une maladie incurable, il faut accepter, il faut vivre avec tout simplement, quoi. Alors justement, maintenant... C'est un lourd parcours. Par rapport à cette maladie, il faut savoir que quand même, elle était très méconnue. Et même certains gynécos ne savaient pas avant même si elle a été découverte en 1860, c'est quand même une maladie. Maintenant, j'entends de plus en plus de jeunes femmes de 25 ans, de 30 ans dire « je souffre d'endométriose ». Alors qu'au départ, l'endométriose, pour avoir travaillé à Béclair, on repérait l'endométriose parce que ces jeunes femmes arrivaient en parcours d'aide médicale à la procréation sans même savoir qu'elles souffraient d'endométriose. Donc c'était au moment où elles rentraient dans un parcours d'aide médicale à la procréation que des examens étaient faits, qu'on découvrait qu'elles souffraient d'endométriose. Et effectivement, faire une FIV après un lourd parcours de souffrance, d'opération pour certaines, c'est toujours très compliqué, psychiquement et physiquement. On a Marine qui nous dit « J'ai l'endométriose, on me coupe mes règles par une pilule, ça soulage, mais c'est pas mauvais pour le reste parce que c'est pas naturel », elle demande. Il y a quand même, on parlait tout à l'heure de l'éducation, de ce qu'on connaît, et on découvre dans les consultations que les femmes connaissent assez peu leur corps, et notamment leur corps génital. Parce que c'est tabou peut-être. On l'a dit tout à l'heure. Non, c'est un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation. On en revient toujours au même. L'endomètre, l'endomètre, c'est insignifiant, c'est un vocabulaire qui est assez récent. Maintenant, même les hommes savent que les femmes ont un endomètre, et pas toutes les femmes le savent. Donc aujourd'hui, on ne parle pas d'endomètre, on parle d'endométriose, mais il y a bien un endomètre au départ. Et du coup, ça pose plein de questions parce que d'où viennent les enfants ? Si on ne sait pas comment est fait le corps de la femme, on peut vraiment se demander... Non, ce qui est terrible, c'est que les enfants vont avoir éducation sexuelle en 4e, 5e, et à partir de là, ils ne vont plus jamais en entendre parler. Puis c'est vraiment en surface en plus. En plus, voilà, voilà, il y a un zizi, là, il y a rien. Et ensuite, ils ne vont plus jamais en entendre parler. Et pour répondre à Marine, juste, du coup, est-ce que prendre une pilule à vie, ça détruit pas autre chose, du coup peut-être Myriam ? Alors ça, malheureusement, on ne le sait pas, on le saura peut-être plus tard, mais on a quand même déjà, c'est quel traitement ? C'est le Luthéran et le Luténil qui a provoqué des méningiums, et donc il y a maintenant un suivi pour les personnes qui prennent ce traitement, parce que voilà, donc ces deux traitements sont maintenant donnés avec un suivi parce que il y a eu des méningiums, il y a des patients qui ont développé des méningiums, donc voilà. Donc après, on sait très bien qu'un traitement hormonal pris en continu, il y aura forcément, je pense, des conséquences chez certaines femmes et pas chez d'autres. Mais après, on n'a pas assez de recul aujourd'hui, et puis on n'a pas non plus autre chose, quoi. Les médecins font aussi ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont aujourd'hui. La recherche, elle est en cours, et donc c'est compliqué. Nathalie ? Eh ben effectivement, je suis un peu le cas, on va dire, donc moi j'ai souffert à l'âge de 19 ans. J'ai eu des kystes aux ovaires, plus une endométriose. On m'a enlevé mes ovaires à l'âge de 20 ans. On a découvert l'endométriose à ce moment-là. Et on m'a laissé, bien évidemment, mon utérus. Pendant la période avant qu'on m'enlève mes ovaires, j'ai été mise sous Luténil ou Luthéran, je ne sais plus lequel. Et à l'âge de 42 ans, on m'a détecté un méningiome au cerveau, du nerf optique. Et du coup,
On a été obligé d'opérer parce que je serais devenue aveugle. Malheureusement, 10 ans après, ça m'a rattrapé. J'ai perdu un œil. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, ce que je veux quand même dire, c'est que malgré tout, même si j'ai pu mes ovaires, j'ai eu 3 enfants magnifiques par d'autres ovocytes. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, on a plein d'autres. Il y a le côté négatif, il y a toujours des effets secondaires, mais si on est bien suivi, il n'y a pas de raison. Et qu'il faut avancer et que. Je voudrais donner aussi de l'espoir à ces femmes qui ont des endométrioses, parce qu'il y a des techniques qui existent, notamment le don d'ovocytes, qui permet à ces femmes de tomber enceintes, parce que justement, les hormones sont quand même assez diminuées. Donc voilà, une note d'espoir pour tout le monde. Anne ? Oui, c'est vrai qu'il faut le dire aussi, le côté positif, et heureusement que grâce à la PMA, au don d'ovocytes, on a de beaux bébés, et oui. Oui, je voulais insister sur le fait qu'aujourd'hui, il existe des réseaux autour des centres d'AMP, justement, consacrés à l'endométriose. Et notamment dans notre établissement à la clinique Saint-Michel, il y a un vrai réseau de praticiens gynécologues et autres, d'ailleurs, qui s'intéressent spécifiquement à ce sujet clinique et qui accompagnent les patients dans ce parcours. Ce qu'on peut dire aussi, c'est aux jeunes femmes qui ressentent ces signes dont qu'on a évoqué tout à l'heure, douleurs, règles très abondantes, d'en parler autour d'elles, à leur gynécologue en particulier, de façon à ce que ça puisse être pris en charge correctement et très rapidement. Et surtout, il y a des associations comme EndoAction qui peuvent vous donner des conseils au niveau des gynécologues dans vos régions qui pourront vous accompagner aussi, ça c'est très important. Alors justement, l'endométriose, c'est un peu d'actualité puisqu'en janvier 2022, il y a un plan d'action national qui a été annoncé par le président. En quoi ça consiste-t-il, Myriam ? Oui. Alors, c'est une stratégie nationale, oui. C'est bien déjà, quelque chose qu'on en parle ? Exactement, c'est quand même le président de la République qui a quand même parlé d'endométriose, donc c'est au niveau de la communication et pour toute la communauté des femmes atteintes d'endométriose, c'est vraiment réjouissant. Alors les premiers groupes de travaux vont commencer au mois de février et donc maintenant on attend de savoir concrètement quel budget et quelles actions vont être mises en place pour justement la prise en charge complète ou globale. Il y a des parcours de soins, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en cours de développement, qui sont déjà mises en place, mais c'est vrai qu'on a encore... on est au début, même s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, on est encore quand même au début et nous, ce qu'on attend, c'est vraiment la formation de tous les soignants, parce qu'on est encore confronté aujourd'hui à un manque de soignants. Il y a une errance médicale, il n'y a pas assez de spécialistes, je vais dire ça comme ça, de gynécologues spécialistes, spécialisés, ça c'est mes termes à moi. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, des femmes atteintes d'endométriose doivent attendre parfois 6 à 8 mois avant de pouvoir consulter. Les délais sont vraiment longs. Et après, ça dépend les régions, tout ça aussi. Mais voilà, il faut vraiment que la formation des professionnels de santé et que qu'il y ait des établissements, même si on a déjà, mais vraiment spécifiques pour les femmes avec ce parcours-là, avec cette maladie-là, pardon. Et une aide de femmes sur 10, c'est quand même un nombre important. Donc, il faut qu'on ait les moyens aussi pour la recherche et qu'on trouve aussi des traitements pour soigner cette maladie, quoi. Très bien, on se retrouve dans quelques secondes. On va parler maintenant de l'endométriose et des chances de tomber enceinte. Donc, quels sont les impacts de l'endométriose concrètement sur les chances de grossesse ? Est-ce que quelqu'un a un chiffre à donner ? Myriam, peut-être ? Alors, un chiffre, moi je sais c'est ce qu'on dit, qu'il y a 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose qui auront des soucis d'infertilité. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, grâce à la PMA, je pense que 60-70% auront la chance de pouvoir y arriver, quoi. Effectivement. Très bien, effectivement. Donc, quelles peuvent être d'éventuelles évolutions de l'endométriose qu'on peut attendre après une grossesse ? Est-ce qu'il y a, parce que c'est possible, on l'a dit tout à l'heure, Jean-Luc, d'avoir cette maladie peut-être quand elle est un peu bénigne au départ et de tomber enceinte ?
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes et heureusement, c'est pas un souci. Les cas les plus graves, ce sont des cas où effectivement ces personnes ont tellement mal, souffrent tellement que la seule solution, c'est presque une hystérectomie d'enlever l'utérus. C'est presque la seule solution pour qu'enfin elle puisse vivre normalement. Mais elle pourrait tomber enceinte avec cette douleur atroce. Le problème, c'est ça, c'est qu'une telle douleur va l'empêcher de recevoir un traitement, même de PMA. C'est vraiment quelque chose de terrible quand on a tout d'associé, les douleurs, etc. Effectivement, on ne refait pas le temps. Cette personne, si plus jeune, elle avait pu être enceinte, elle aurait eu un bébé sans douleur. Une fois qu'elle est dans cette situation et que c'est invivable pour elle, là, on est dans les cas extrêmes où ça doit passer par une chirurgie. On a Sylvie qui nous dit: quelle évolution de l'endométriose peut-on attendre après une grossesse? Est-ce qu'il y a un effet positif ou c'est une légende? Alors ça, c'est aussi au cas par cas. J'ai envie de vous dire qu'il y a des femmes, moi j'ai des témoignages de femmes qui, pendant leur grossesse, sont quasiment tranquilles, et puis d'autres qui ont des douleurs pendant leur grossesse, et après, celles qui allaitent aussi peuvent être tranquilles, et ça peut récidiver derrière, et d'autres qui vont, je sais pas, la maladie se met en sommeil pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, donc c'est vraiment au cas par cas. Moi, j'ai pas de chiffre concret qui dit qu'après une grossesse, on est tranquille ou voilà quoi. On a Gauthier qui nous demande, pardon, allez-y. Oui, pardon. Non, juste pour compléter, c'est juste une maladie qui a besoin d'études. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments, etc. Et c'est pour ça que le plan national, c'est très très bien, parce que on a besoin d'éléments pour pouvoir informer dès le début qu'un gynécologue ait toutes ses connaissances et ensuite remonte toutes les informations pour qu'on ait des éléments. Aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est ça. On a Gauthier qui nous demande si c'est une maladie héréditaire. Ah, bonne question. Ouais. Nathalie, j'ai vu de nombreuses femmes qui avaient des endométrioses et souvent associées à une sœur qui avait aussi une endométriose. Donc on pense aujourd'hui qu'il y aurait peut-être un caractère héréditaire, mais on manque d'études encore. On a Manon aussi qui nous demande... Oui. À quel âge faut aller voir, pardon, j'avais perdu le commentaire. À quel âge faut aller voir le gynécologue pour la première fois? Je sais pas. Si quelqu'un répond, il n'y a que moi qui parle. Réaction en direct sur les réseaux #FQEP. Non, mais en fait, il faut dans un gynéco. Je pense que la première fois où on va voir le gynécologue, c'est peut-être quand on a ses règles. Je pense que c'est la première chose qui est majeure dans l'histoire de la fille, qui devient femme tout de suite. Donc ça peut varier entre la 6e et la terminale parfois en fonction des âges de la puberté. Ou même une conversation avec le gynécologue. Le gynécologue, lui, peut déjà détecter s'il y a quelque chose ou pas. Pardon. Oui, dans la pratique, je ne sais pas si c'est au moment des règles ou si c'est au moment où la question de la pilule se pose. Oui, mais forcément. Premier rapport sexuel. Tu vois, mais ça ne vient pas avant, forcément, puisque avant les règles, il n'y a pas de risque de grossesse. Oui, mais effectivement. Moi, j'avais repéré que c'était surtout au moment où il y a le premier rapport sexuel qui commence à travailler, mais qui qu'on va voir un gynéco. Oui, mais qui parfois peut venir très rapidement après les premières règles. Ah, donc, Moi, je sais que j'ai 2 filles, donc du coup, je suis en plein dedans. J'en ai une qui a bientôt 20 ans et une qui a 13 ans et demi. Mais je pense qu'à partir du moment où elles me disent qu'elles ont mal au ventre et que je les ai emmenées chez le gynécologue pour faire un premier bilan, si tout allait bien, s'il y avait bien les ovaires, parce que ça, c'était ma question principale. Ouais, forcément. Et je pense que toute maman, elle doit prendre la main de sa fille. Je dis la maman, parce que c'est pas le papa en général. Mais... Il faut préciser aujourd'hui aussi que les sages-femmes peuvent tout à fait accompagner les jeunes filles, les jeunes femmes dans le parcours gynécologique, et qu'il faut vraiment les associer à ce parcours. Oui, parce que là, par exemple aussi, moi, j'ai une ou deux patientes en ce moment, des jeunes ados, justement, 14-15 ans, qui ont vécu la première consultation chez un gynéco pas très bien. C'est pour ça que je pense que les sages-femmes ont toute leur place aujourd'hui, parce qu'elles ont élargi leur champ de consultation, de prescription, et elles sont tout à fait prêtes et disposées à accompagner justement ces jeunes femmes, peut-être de façon plus de proximité qu'un gynécologue, qui peut parfois paraître un peu distant. Puis moins dans le médical, en fait. Oui. Elles accompagnent une femme ou une femme en devenir. Tout à fait. Et dans tous les cas, je sais pas, moi aussi j'ai une fille, le mieux c'est quand même qu'une fille jeune
adolescente qui n'a pas eu de relation sexuelle n'aille pas voir un gynéco homme. Oui. C'est quelque chose d'assez basique. Alors, souvent, c'est la maman qui a son gynécologue qui est un homme et qui emmène sa fille à son gynécologue. Alors, personnellement, chacun peut donner son expérience. Vous dites ça parce que vous êtes un homme. Mais ça reste très personnel. Oui, je suis le seul ici. Ça reste très personnel. C'est une émission très féminine. On se demandait si on n'est pas que des femmes, mais suis Jean-Luc est là trop pour d'accord représenter la jante masculine. Moi non plus. Moi, je suis pas d'accord non plus. Mais c'est parce que c'est un homme, il a peur pour sa fille. Exactement. Moi, je l'avoue. Alors moi, à la décharge quand même, on a connu nous on a à peu près toutes la même tendance au niveau des âges. Je pense qu'on a connu les anciens gynécologues, l'ancienne école qui était assez abrupte, etc. Aujourd'hui, on est quand même. Je sais que moi, aujourd'hui, je connais des gynécologues qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus à l'écoute et tout. Et je pense quand même qu'on est dans une autre quand même. Puis des gynécologues qui reçoivent des jeunes filles et qui les examinent pas du tout, Voilà, mais qui leur parlent de sexualité, de contraception, d'endométriose. De manière ouverte. De et manière sans tabou. ouverte. Quand on parle de Ça jeunes a filles, changé. quand on parle de jeunes filles, on a Maria qui nous dit je suis maman d'une fille de 9 ans qui a ses règles. Est-ce que je dois du coup la faire diagnostiquer Parce que 9 ans c'est quand même assez jeune. Et pourquoi diagnostiquer Diagnostiquer pourquoi Je sais pas. On peut peut-être la contrôler pour voir si Peut-être ça va bien. peut-être qu'elle a pas employé le bon terme. Je pense que c'est plutôt parce qu'elle s'inquiète parce que c'est à l'âge de 9 ans. Et que, alors disons, là on est sur une puberté précoce, peut-être on l'a emmenée voir le gynécologue pour vérifier justement pourquoi elle a une puberté précoce, peut-être un endocrinologue également pour voilà c'est peut-être plutôt cette orientation. Par rapport à ce que vous disiez Anne tout à l'heure qu'à partir des premières règles, il fallait consulter. Oui, peut-être par rapport à ça peut rentrer dans ce cadre, mais là c'est peut-être plutôt le suivi endocrinologique de la petite fille. Voilà. Qui va être indiqué plus que gynécologique peut-être, à moins que ce soit un gynécologue médical à spécificité endocrino. Si elle a pas de douleur, si elle a rien de spécifique, il n'y a pas de raison qu'elle consulte. C'est pas non plus. C'est normal. Ouais. C'est normal. Oui. Mais il vaut mieux éviter normal. quand même tous les problèmes. Ça fait jeune là Ça fait quand même jeune, à quand 9 même. ans. Là vraiment elle risque d'être traumatisée. Mais il semblerait que les règles interviennent de plus en plus tôt. Peut-être elle est liée à notre mode de vie, mode alimentaire. On a parlé de perturbateurs endocriniens. Il semblerait qu'il y ait des études autour de ça. Quand même. En tout cas, on peut faire des consultations gynécologiques sans toucher le corps des jeunes filles. D'accord. Donc c'est pour rassurer un petit peu les papas. Les papas. Non, mais c'est vrai, tous les papas sont inquiets. Mais c'est normal. Ouais, c'est normal, je pense que je vais avoir le même problème. J'aurais aimé Bientôt. quand même qu'à notre époque on puisse consulter les gynécologues dès nos premières règles. C'était pas le cas à notre époque. Enfin, en tout cas, à mon époque, c'était pas du tout le cas. C'était tabou, il y avait plus tabou il y a quelques années. C'était très tabou et quand on n'est pas une fois de plus conseillé ou orienté, on peut se retrouver à avoir des rapports et on ne sait pas qu'il faut quand même voir un gynécologue parce qu'on a vu ça en 4e rapidement, ouais. Voilà, rapidement et que du coup, on fait notre vie comme ça et un jour on a un problème, on nous dit pourquoi vous ne consultez pas ? Les mœurs ont changé, les mentalités ont changé depuis ces dernières années. Une chose, pourquoi voir le gynécologue pour une jeune fille, un gynécologue, femme ou homme, peu importe, c'est qu'aujourd'hui il y a le papillomavirus qui fait beaucoup de dégâts. Et qu'il est quand même important de voir s'il ne peut pas y avoir une vaccination justement pour éviter les lésions plus tard. Donc voilà, c'est une des autres raisons d'aller voir un gynécologue pour parler de tout. Voilà. On va continuer et rentrer dans la partie plutôt infertilité. On se retrouve dans quelques instants. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Nous avons donc Anne Cohen qui est présidente de Serbe Alliance Côte d'Azur. Quel est le rôle déjà, tout simplement, du laboratoire et puis quel est votre métier plus précisément ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Très volontiers, c'est une passion vraiment importante au niveau de mes études. Donc moi je suis pharmacienne biologiste. J'ai fait un parcours d'internat polyvalent et en m'installant à Toulon, le laboratoire dans lequel j'étais installée, il y avait beaucoup de praticiens gynécologues autour de nous et tout naturellement, je me suis passionnée pour ce sujet, beaucoup pour le côté humain, comme on l'a expliqué tout à l'heure avec Béatrice et Frédéric, c'est passionnant. Et puis pour le côté scientifique aussi, parce que on apporte vraiment un plus. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Laurence, avec qui nous avons construit le centre d'assistance médicale à la procréation. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est le rôle effectivement d'accompagnement de ces couples tout au long de leur parcours, qui est un parcours très long, très difficile,
Et peut-être, je dirais, le plus important pour eux, c'est de se sentir pris en charge dans la démarche et qu'on puisse leur offrir le maximum de possibilités par rapport à leur vie au moment où ils viennent nous rencontrer. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour leur fournir de la technique. Ça, c'est un petit peu l'erreur qui peut être commise au départ et les mauvais retours qu'on a parfois dans les prises en charge de ces couples, c'est qu'on est plutôt là pour les écouter, les entendre dans leurs besoins, leurs désirs et la façon dont ils vont avancer dans ce parcours. Et avec Laurence, je crois que toutes les deux, on a vraiment ça à cœur. Bien sûr, Laurence a toute la partie technique, je vais lui laisser parler, mais quand on a fondé ce centre, toutes les deux, c'était vraiment cette volonté de les accompagner au mieux dans leurs désirs, au moment où ils viennent nous voir, avec la partenaire ou le partenaire où ils sont au moment précis où ils viennent, parce que peut-être qu'on l'a vu aussi beaucoup dans les accompagnements qu'on a fait. Il y a eu des changements après. 6 mois après, peut-être tout aura changé pour eux. Et là, la réponse, elle sera complètement différente. Du coup, docteur Laurence Lacroix-Sartelon, vous êtes médecin coordinatrice à Sarb Alliance Clinique Saint-Michel à Toulon. Est-ce que vous pouvez vous présenter également ? Alors, moi, je suis médecin biologiste. J'ai été formée au CHU de la Conception, où donc très tôt, je me suis orientée vers tout ce qui était embryologie et technique de procréation médicalement assistée. Donc, j'ai été délogée de la conception par le docteur Bimas qui est venu me chercher. Et donc, j'ai quitté la région de Marseille pour venir monter le centre de fécondation in vitro ici sur Toulon, puisqu'à l'époque, tout ce qui était biologique n'était pas fait. On pouvait ponctionner les patientes et les ovocytes et les spermatozoïdes partaient sur Marseille pour faire la prise en charge PMA. Donc, depuis 2003, on fait tout sur Toulon. Et voilà, donc ce sont effectivement une branche de la médecine et de la biologie qui est passionnante parce qu'il y a beaucoup d'humains. On a des couples qui sont en souffrance. Il y a beaucoup d'humains, mais je veux dire, oui, il y a beaucoup de détresse aussi. Il y a beaucoup de détresse parce que l'infertilité, même si c'est pas une maladie en tant que telle, c'est souvent beaucoup de souffrance. Et donc, on peut apporter le côté technique, c'est sûr. On prend un spermatozoïde, on prend un ovocyte, on fait des embryons, on les replace dans l'utérus, ça c'est le côté magique. Mais on peut aussi les accompagner au niveau, je dirais, holistique, avec des techniques qui commencent un peu à se mettre en place, que ce soit l'hypnose, l'acupuncture, qui permet et puis une écoute aussi psychologique qui permet de faire le tour de la question et pas être uniquement du technique. Alors justement, autour de l'accompagnement, on a aussi Jean-Luc Bleu autour de cette table qui fait partie donc de Baby is Life. Vous venez de Barcelone, pour participer à cette émission. Vous êtes donc spécialisé dans l'accompagnement personnel des couples qui veulent poursuivre leur traitement de fertilité à l'étranger. Vous accompagnez souvent des couples désespérés qui sont au bout, ceux qui n'y croient plus. Pouvez-vous nous en dire plus ? Quel est votre rôle dans le parcours des couples qui veulent un enfant ? Moi, réellement, je récupère que des couples qui n'ont pratiquement plus de solution, désespérés, c'est-à-dire des gens qui ont bénéficié de traitements en France. Donc, je suis content d'écouter un peu le discours des docteurs. Effectivement, c'est quelque chose qui est récent, l'approche holistique, c'est-à-dire d'essayer vraiment de partir de tête à pied et trouver quel est le souci pour cette personne et de l'aider au maximum, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Alors, c'est des gens qui ont déjà tout épuisé, tout retourné en France ? Exactement. Donc, ça peut être... par rapport aux lois françaises, on ne peut pas avoir de traitement après 43 ans en France. Donc effectivement, quelqu'un qui a 43 ans peut tout à fait tomber enceinte. Bon, ça passera par un don d'ovocytes, etc. Mais en France, elle ne peut plus recevoir de traitement. Ça peut être parce que effectivement, cette personne a d'autres types de problèmes. Alors basiquement, elle peut très bien être née sans utérus. Elle peut très bien avoir des maladies type syndrome de Rokitansky ou d'autres types de malformations qui fait que, naturellement, elle-même ne pourra pas avoir d'enfant par ses propres moyens. Donc, c'est vrai que c'est complètement interdit en France. Il existe la GPA qui est une solution. Donc, on peut aussi... Gros débat, tout ça. Gros débat, voilà. Je ne veux pas rentrer dans le débat. Non, c'est une émission à part entière. Là, on rentrerait encore plus dans des côtés éthiques. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais je veux dire... Traduit GPA. Alors la GPA, c'est la gestation pour autrui, c'est-à-dire que... jargon. Oui, c'est vrai, voilà. On peut vulgariser. En gros, c'est une autre femme qui va porter un bébé pour vous, c'est ça ? Exactement. Donc, imaginons une personne jeune de 20 ans qui n'a pas d'utérus, elle va pouvoir
parfaitement être une maman génétiquement de son enfant avec son mari, mais simplement, elle ne va pas pouvoir porter son enfant. Donc, moi, je ne porte pas de jugement là-dessus. Je suis là pour aider les gens à être parents quand ils le souhaitent. Ça existe. Après, il y a d'autres types de traitements aussi. Quand on parlait tout à l'heure de choses un peu techniques au niveau des examens chromosomiques, etc. Il y a des pays qui ont des règles beaucoup plus simples. Donc, quelquefois, une personne ne va pas pouvoir recevoir un traitement en France alors qu'il va pouvoir le recevoir à l'étranger. Donc, ça aussi, ça peut... Et souvent l'Espagne. Oui, pourquoi ? Parce que les lois sont plus permissives. Les lois sont plus permissives, donc les cliniques, je dirais, utilisent des techniques et des protocoles beaucoup plus avancés, souvent du matériel beaucoup plus avancé. C'est plein de détails qui vont faire que, effectivement, on va avoir une possibilité de grossesse dans ces pays-là que peut-être en France, on aurait réussi, mais ça aurait mis tellement de temps. Par exemple, simplement un don d'ovocytes en France, c'est entre 2 et 5 ans d'attente. Ah oui. Je ne sais pas si vous imaginez, la personne, elle a le temps elle a le temps de... oui, exactement. Donc l'horloge biologique tourne. Voilà, le don de sperme, c'est pareil. Il faut savoir, là, je voudrais rentrer dans un petit débat quand même. Le don de sperme, c'est 18 mois pour un couple hétérosexuel. Le don d'ovocytes, jusqu'à maintenant, c'était entre 2 et 5 ans. 7 ans pour un couple qui est de couleur, il faut le savoir. Aujourd'hui, avec l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes, ça va devenir un réel problème puisque le nombre de femmes qui ont demandé des dons de sperme et du double don ou de don d'ovocytes, parce que la loi est un peu complexe. Avant, on n'avait pas le droit de faire un double don en France, puisque c'était un don d'ovocytes plus le sperme d'un donneur. Aujourd'hui, c'est possible. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a les couples hétérosexuels qui étaient déjà sur des listes d'attente et on a de nouveau des listes d'attente avec les femmes seules et les femmes homosexuelles. Et ça, c'est un réel problème en France. Oui, ça allonge sérieusement les délais, quoi. Du coup, les couples, au lieu de faire en France, puisqu'ils sont rejetés des centres de PMA, ou alors les délais sont de plus d'1 an, je ne sais pas pour vous ce qu'il en est. Du coup, les couples partent, ou les femmes partent quand même à l'étranger et aujourd'hui ont la chance de bénéficier d'un remboursement par la sécurité sociale française lorsqu'elles vont faire une PMA dans un pays européen, je tiens à le dire quand même. Voilà. Ouais, donc c'est effectivement, comme le dit Nathalie, les délais sont... Le temps est l'ennemi de la fertilité. Donc si on rajoute du temps au temps, sans arrêt, finalement, tout ça n'a aucun sens. Dans les pays où le don d'ovocytes est immédiat, donc l'Espagne, la République tchèque ou autres, il faut penser que, bien sûr, il y a des donneuses, parce que les donneuses sont indemnisées, on protège leur anonymat. C'est un débat, est-ce qu'il faut indemniser ? Mais oui, il faut le faire, bien sûr qu'il faut le faire. Parce que c'est pas cohérent que ces gens-là vont bénéficier d'un don d'ovocytes à l'étranger, qu'en plus la sécurité sociale va participer. Bien sûr. Ça n'a absolument pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'était le principe du don en France qui est anonyme et gratuit. Donc c'est vrai que c'est une base de travail. Sauf que maintenant, le don n'est plus anonyme. Oui, mais c'était quand même... Dans les dernières lois de bioéthique, oui. Gros débat là encore sur le sujet. Pas vraiment. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que le problème, c'est ça, c'est que si on... Là, c'est un constat, du coup, Jean-Luc, on constate qu'effectivement, en France, cette méthode fait que ça génère des temps d'attente très très longs. Exactement. Et je dis, le temps, c'est... Malheureusement, on est... De toute façon, même si on avait des donneurs et des donneuses qui arrivaient par, on va dire, bus entier, on ne serait pas capable en France de les accueillir et de proposer des traitements à ces couples, puisqu'il manque de l'argent, justement, pour toutes les équipes médicales. On a David qui nous demande comment on se rend compte que l'on est stérile, au bout de combien de temps et quels sont les examens à faire ? Alors, déjà stérile, on dit plus. Oui, on est d'abord infertile avant d'être stérile. Donc, normalement, on se donne 2 ans d'essai. Voilà, donc si vous cherchez à faire un enfant et que ça ne fait pas 2 ans... Bon, alors après, ça dépend de l'âge de la patiente, etc. Ah, quand même. Et avec des rapports réguliers. Oui, évidemment, oui, c'est sûr que si... Non protégés. Oui. Pas voulu. C'est-à-dire que si on cherche pendant 2 ans et que c'est toujours pas venu, on peut se poser des questions. Voilà. Ça peut être normal de vouloir faire un enfant et qu'on tombe enceinte qu'au bout de 18 mois, il n'y a rien de bizarre, sans avoir de problème d'infertilité. Ce n'est pas une baguette magique. Parce que souvent, les gens, au bout de quelques mois, ils sont un peu en panique.
Voilà. 5 mois, 6 mois. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps quand même, parce que Donc ça c'est peut 2 ans, prendre en du général. temps. Voilà, en moyenne, c'est 2 ans. Alors 2 ans, on a dit à des âges différents, on va dire 2 ans pour quelqu'un, pour une patiente qui est entre 20 et 25 ans, ou plutôt entre 25 et 30. Non, Oui, il n'y a pas de oui, règle. jusqu'à 30 ans, je dirais. Ah, jusqu'à 30, voilà, il n'y a rien de bizarre. Voilà. Ok. Et ensuite, il faut consulter un gynécologue. Et pour le monsieur, il faut faire un spermogramme. C'est le premier bilan qu'on peut faire, qui peut être prescrit par un généraliste. Et ça permettra de voir si l'homme a des spermatozoïdes, qui est quand même l'élément essentiel pour procréer. D'accord. Et là, donc, on commence par l'homme. Non, Ça, on fait souvent les deux ensemble. Moi, je pense quand même que... Pardon, hein, je coupe tout le monde. Je pense que c'est On va quand plus même l'inviter, Jean-Luc. important. Non, ça va. Vous êtes à peu près équilibré en temps de parole, ça va. L'homme est souvent... Le problème, c'est que le désir d'enfant est souvent plus présent chez la femme, en général. Et la femme, souvent, ça marche pas, elle va aller voir le gynécologue. Et souvent, elle va y aller toute seule. Ah, ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose où les couples qui nous écoutent, il faut qu'ils prennent ça. Le plus simple, c'est un spermogramme. C'est l'examen le plus simple. Donc, le garçon, ça fonctionne pas, ça fait un temps, ils sont un peu stressés, va voir son médecin généraliste, il lui prescrit un spermogramme et il voit si tout va bien. En gros, il regarde si les petites bébêtes, elles bougent bien, si on a Exactement. suffisamment, c'est ça? Ce genre de choses? Voilà. Et D'accord. ça, c'est l'examen le plus simple. À partir du moment où on a fait ça et que tout va bien, après, on peut commencer à se poser d'autres questions. Mais le chemin normal, c'est celui-ci. C'est vraiment... Juste associé à... Effectivement, Jean-Luc, tu as raison pour le spermogramme, mais il y a aussi les cycles de la femme. Parce qu'avant de prendre la pilule, puisque maintenant on la prend assez tôt, comme tu disais, Béatrice, mais peut-être qu'avant de prendre la pilule, effectivement, observer comment sont les cycles, c'est-à-dire 28, 25 jours. Et ça, les jeunes femmes sont peut-être pas sensibilisées à étudier leur cycle menstruel. Et pourtant, c'est important de savoir si le cycle va durer 25, 28. Et dès qu'il va dépasser ou être beaucoup trop court, ça peut être une incitation à consulter son médecin rapidement. D'accord. Avant de masquer une problématique avec la contraception qui va réapparaître quand on arrêtera la contraception. Alors pourquoi on recherche chez l'homme les spermatozoïdes et pourquoi on ne recherche pas l'AMH? Et on va dire simplement, on gagnerait du temps quand même. Si on faisait, si ce n'est à un couple en âge de procréer, un spermogramme qui veulent un enfant et un bilan de fertilité de la femme, est-ce qu'on gagnerait pas beaucoup de temps? Parce que c'est très long de faire un spermogramme? Ça, c'est une question que je pose. Non. Non? Non. Bon. Non. Donc on peut le faire et puis dans la foulée, quelques jours après... Mais disons que fonction du résultat. si on cherche du côté de l'homme, pourquoi on ne chercherait pas du côté de la fertilité de la juste femme? la traduction, là, comme Frédéric nous dit en jargote, effectivement. AMH, hormone antimullérienne, donc c'est un marqueur en fait de la réserve ovarienne. Voilà. Et on peut effectivement s'apercevoir que des jeunes femmes ont des réserves ovariennes très basses en faisant ce dosage, mais il y en a d'autres. Donc ça fait partie peut-être du bilan hormonal que peut prescrire l'endocrinologue ou le gynécologue. Ou le généraliste. Ou le généraliste, évidemment. bien sûr. Si la jeune femme, effectivement, se pose une pourquoi question, ou même par rapport à son cycle. La question, c'est un couple qui est en âge de procréer, et pourquoi pas d'entrée lui faire le spermogramme pour le monsieur et le bilan de fertilité? On gagnerait beaucoup de temps dans les années. C'est un peu ce qui est fait quand même. C'est un peu ce qui est fait. Mais être en âge de procréer, ça veut pas dire qu'il y a un désir d'enfant. Mais s'ils veulent un enfant. Là, on parle de couples là, qui veulent un enfant. Voilà, qui ont arrêté tout ce qui est pilule, etc. Et puis au bout de plusieurs mois, on a dit autour des 2 ans, c'est là où il faut vraiment se poser la question. Mais 2 ans, c'est déjà énorme. Donc ce que je dis, c'est mais de manière normale, ça peut mettre... on l'a dit tout à l'heure, souvent on se dit ça, on claque des doigts. Voilà, moi j'ai des amis, le premier mois c'était fini. D'autres, ça a attendu 23 mois, mais il n'y a pas de... Mais je pense quand même que ça serait bien qu'on le mette en place. Et ça permettrait aussi de faire comprendre aux femmes, entre parenthèses, qu'on ne peut pas faire un bébé quand on veut, mais quand on peut. Oui, on en revient à la même chose. On en revient à la même chose. Quand on a l'endométriose, est-ce que les examens d'hommes sont prescrits? Myriam, par exemple, est-ce que on vous a prescrit des examens pour votre conjoint? Alors non, parce que pas tout de suite du moins. Je veux dire, moi j'ai eu 2 grosses chirurgies et donc ça a été un peu compliqué pour mon couple en fait. Et en fait, la maladie a fait que, une partie de la maladie a fait que mon couple s'est un peu cassé la figure. Et donc du coup, voilà, je
je me suis retrouvée seule à ma deuxième chirurgie. Et donc, du coup, voilà, je n'ai pas pu savoir si monsieur avait aussi des soucis de son côté, quoi. Désolée pour la question. Non, il n'y a pas de souci. C'est malheureusement aussi une conséquence qui arrive quand on est atteint d'une maladie qui n'est pas très connue et qui a des conséquences aussi sur un couple. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, comment on gère émotionnellement, psychologiquement, le fait d'être infertile, Béatrice ? Comment on le gère On le gère pas. Ouais, on le subit, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'à mon avis, ça doit on être... le subit, on cherche toutes les solutions Myriam, vous possibles. voulez réagir ? On interpelle les associations, on interpelle les coachs en fertilité comme Jean-Luc. Pour se dire, on lâche pas le morceau. Oui. On consulte. On se stresse, on va voir une cartomancienne, on cherche tout ce qui est possible. On va sur Internet, sur les forums. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas se désespérer, il faut toujours y croire. Mais moi j'aimerais bien revenir sur ce que disait Anne tout à l'heure, l'intérêt de regarder aussi du côté de la nature. La femme a des cycles, c'est la nature. Si on apprenait aux jeunes femmes à surveiller leur cycle, avant la savoir pilule, quand est-ce qu'elles sont plus fertiles, même si on ne parle pas de fertilité, avant d'introduire la sexualité dans le médical, ça serait intéressant de rappeler qu'on a un corps et que ça commence par le corps. Et il faut peut-être plus en parler parce que on voit de tout. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont fertiles pendant les règles, d'autres juste avant les règles. Enfin bon, il y a des choses qui peuvent paraître aberrantes pour certains auditeurs, mais il y en a qui se disent quand est-ce qu'une femme est fertile ? Mais il y a encore des jeunes filles qui ne savent pas comment on fait les enfants. Je vous assure. Ah ouais ? Bien parce sûr. Que c'est tabou, ça touche à l'intimité. Parce que c'est compliqué, c'est quand même des questions compliquées. Donner la vie, d'où ça sort cette histoire ? C'est un côté magique. Avant, on était beaucoup plus... alors quand on était dans une période où avoir un enfant, c'était une bénédiction. La femme était fertile, les terres étaient fertiles, les troupeaux étaient fertiles. On était dans le champ de la fertilité, c'est normal. Et quand on l'était pas, c'était une malédiction. Point à la ligne. Alors, on peut aussi, pour conjurer le sort, j'allais dire, peut-être faire de la cryoconservation. C'est possible, ça aussi, Béatrice ? Oui. Oh, la transition. Bien joué. Spécialiste de la cryoconservation. C'est parti. Donc, je ne suis pas du tout spécialiste de la cryoconservation, mais ça m'interpelle. Là, ça m'a interpellée, parce que je trouve ça passionnant, d'abord. Alors, peut-être de dire de quoi ? Quand c'est cryoconservation, peut-être ovocytaire, peut-être. Ovocytaire. Des ovocytes. Oui, d'ailleurs, Anne m'a écrit ovocytaire en écrivant cytaire comme après, on va dériver vers la PMA, elle est vive. Partout, je me suis dit, mais elle est dingue, ça y est, elle a craqué. Parce que c'est donc, si j'ai bien compris, du côté légal, récemment, une loi a permis à toute femme, qu'elle soit seule ou homosexuelle ou en couple, ou alors, après, il y a une autre question. Les binaires, est-ce qu'ils sont considérés ? Parce que c'est une question qui est dans le prolongement de tout ce dont on parle là. Binaire, traduction pour les auditeurs. Alors, une personne qui est binaire, c'est une personne qui, alors, à la fois pense qu'elle n'est pas née dans le corps sexué dans lequel elle est, donc il peut demander une transformation, passer... Transgenre, etc. Transgenre. Okay. Mais il y a aussi... dans le non-binaire, des personnes qui ne sont ni il ni elle. Donc, aujourd'hui, c'est les alors, réellement, c'est ça ? Oui. Et qui n'ont pas de sexualité, par exemple. Ils ne sont pas homosexuels, ils ne sont pas hétérosexuels. Mais ils ne sont pas abstinents, ils sont ni... Alors, dans le comportement, dans la tête, parce que physiquement, physiologiquement, ils sont filles ou garçons au départ ? Non, pas dans leur tête. Ah, non, voilà, pas dans la tête. Physiologiquement. Oui. Voilà. Oui. Le problème, il va être le même. Est-ce que si la personne est-ce qu'elle a des ovaires, est-ce qu'elle a des ovocytes ? Pour faire une préservation ovocytaire, il faut qu'il y ait des ovocytes qui soient dans leur tête. Un homme ou une femme, peu importe, c'est ce qui est physiologique qui compte et physique. Enfin, pas que. C'est un peu le problème de... si, il ne peut pas faire une préservation ovocytaire s'il n'a pas d'ovaires. Oui, mais pour en faire quoi ? Après, si ce sont garçon, il va peut-être. Si ce sont garçon et que c'est une femme et qu'il a des ovocytes, il va peut-être pas des cryo ou. Moi, je vais utiliser un langage, voilà.
hors médical, il va peut-être pas les congeler. Ah oui, voilà, faut dire ça, oui, effectivement. Après, donc la question du binaire, est-ce qu'elle se pose vraiment? Parce qu'à partir du moment où c'est une femme physiologiquement et qu'elle a des ovules, mais qu'elle se prend pour un homme, je pense pas qu'elle va se dire je vais aller congeler mes ovules pour avoir des enfants plus tard. Alors, justement, c'est pas si Congèle simple. leurs ovocytes Quand on- aussi, Pas si simple, parce qu'il y a une Si. évolution flagrante de notre société. Les femmes font carrière, travaillent de plus en plus tard, et elles arrivent dans mon cabinet et elles arrivent chez les gynécos. Elles demandent. À 40 ans? Non, Ouais. Non, avant. D'accord. Ok. Et elles À congeler. demandent une congélation de leurs ovocytes. Mais il y a plein de femmes qui l'ont fait dans notre pays En gros, ils arrivent- sans que ça soit validé par le texte de Ah oui. loi de bioéthique. Non, Mais mais pas il y a des d'autres- personnes En binaires. gros, Voilà. elles arrivent à 30 ans, elles disent bon, moi j'ai pas le Ou temps avec le alors, boulot, tout. il y a Vous me d'autres congelez quelques situations, ovocytes, il puis je faut les quand récupère plus même tard. le savoir. Il y a des femmes qui arrivent, qui ont un premier enfant avec un homme et qui vont congeler leurs ovocytes parce que il y a rupture, leur couple ils Terminé. se séparent, c'est terminé, et elles partent congeler leurs ovocytes. Effectivement, avant elles allaient à l'étranger, mais en France, il y a certains, Alors, jusqu'à maintenant. certains quand même gynécologues ou centres d'aide médicale à la procréation acceptaient pour certaines femmes en cachette de congeler leurs ovocytes. Et c'est bien ça quand même. Je sais pas si C'est c'est très bien. C'est bien ça quand même. Je sais pas Non, si- alors c'est pas- on se pose pas trop la question On si va c'est débattre, bien ou mal. encore, hein. Là, on est hors contexte médical. C'est-à-dire là, c'est une Sociétal. volonté. Oui. Voilà. Oui, C'est je une comprends. volonté C'est une sociétale. volonté de la personne, Voilà. n'importe qui, n'importe quelle c'est femme, fait peut le faire. question voilà. Mais médicale. le problème sur la vitrification des ovocytes, et vous avez raison de le dire. Alors, C'est il y a- une évolution sociétale. Mais hein, en fait, complètement. Vous avez Parce qu'on- ce qu'on des sait jeunes pas, femmes c'est que qui c'était finissent possible leurs en études France. à 30 ans et qui demandent effectivement une congélation de Alors, leurs ovocytes. c'était- Oui, mais là, quelque part, on dérive vraiment sur. non. Normalement, on doit faire des enfants avant ces âges-là. On l'a dit au début de l'émission. Normalement, Qui vous a avez dit Mais ça normalement, Non, vous avez dit que normalement. Qui a dit- Non, mais Attention. biologiquement, voilà. Je sais a plus, mais en dit début d'émission, on a dit. C'est Jean-Luc, Qui a c'est ça? Il faut faire des C'est enfants c'est jeunes. sûrement Jean-Luc. Souvent, Mais c'est c'est des vrai enfants que les jeunes. gynécos, vous les écoutez, ils disent que la meilleure période pour procréer, c'est entre 20 et 30 ans. Voilà. Ils le disent, hein. Par contre, Donc, à en fait, savoir si on quand le même. J'avais un ancien chef de service qui le disait. hein. Alors, j'aimerais juste revenir sur la vitrification des ovocytes. C'est possible en France jusqu'au mois de novembre. C'était possible pour les femmes qui décidaient de donner leurs ovocytes. Elles pouvaient vitrifier leurs ovocytes pour plus tard. Aujourd'hui, elles ont la possibilité de le faire jusqu'à leurs 37 ans. Après 37 ans, c'est pas fini. possible. Toutes celles qui veulent, après 37 ans, vitrifier leurs ovocytes, il faudra qu'elles aillent en Espagne. Alors, Mais est-ce qu'on justement. en a encore? Oui. Est-ce qu'on en a encore des ovocytes Bah, après? un petit peu à Ouais, un 37 petit ans. peu. Il y en a. Oui, Tout le mais monde. Il y en a encore des récupérables. Moi, je Et galère, hein. justement, après, on peut peut-être faire de la PMA et pourquoi pas, du coup, des FIV. Voilà, Et voilà. c'est ça. On se retrouve dans quelques secondes, Mais- justement, pour parler de ça. Pour passer dans l'émission, laissez-nous vos messages sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Nathalie Amiot, vous êtes fondatrice du magazine Fertile Mag et de www.fertilemag.com. Pouvez-vous nous en dire plus? Quel est votre rôle au sein de votre association et de votre magazine? Déjà, l'histoire est partie en 2006, où j'ai décidé, après la naissance de mes 2 premiers enfants, ma fille Oriana, qui va avoir 20 ans, est née suite à un don en Belgique, un don direct, ce qu'on appelle, je connais la donneuse. Ensuite, 14 mois plus tard, c'était tellement bien parti, du coup, je pars en Espagne et je tombe enceinte immédiatement. Je mettrai au monde mon fils qui va avoir 18 ans. Et puis, 4 ans après, j'ai de nouveau envie d'un enfant. Et du coup, je pars cette fois-ci en Grèce pour avoir... et du coup, j'aurai une petite fille, Serena, qui va avoir 14 ans. Et donc, dans les années 2000-2001, j'étais une des pionnières, on va dire, de celles qui parlaient le plus de ces techniques. Du coup, je commence à créer un forum et en 2006, je crée l'association qui va accompagner toutes les personnes qui vont être dans le parcours de PMA pendant plusieurs années, notamment aussi avec le dossier de remboursement à l'étranger pour les couples hétérosexuels. Et puis maintenant, depuis quelque temps, pour les couples, les femmes seules ou les couples de femmes, selon la législation française, bien évidemment. Et puis, il y a 2 ans, je me suis dit... un magazine, ça n'existe pas en France. C'est quelque chose qui à faire.
Et du coup, j'ai tenté l'aventure de créer ce magazine. On a déjà sorti 2 numéros et on essaye justement de cibler tout ce qui est autour du désir d'enfant, mais sous toutes les coutures. C'est-à-dire que ça peut être au niveau de la France, ça peut être au niveau de l'étranger, de l'acupuncture, de l'hypnose, tout ce qu'il y a autour, le côté humain aussi des équipes médicales en France, parce qu'il n'y a pas que des mauvais médecins en France, il y a des gens qui essayent de bien travailler. Et ça, il faut le dire quand même, parce qu'on ne peut pas non plus toujours taper sur le dos de tout le monde. Et donc voilà, le but un petit peu, c'est de donner aussi de l'espoir aux gens en disant que quand on croit que tout est perdu, il y a quand même d'autres possibilités. Alors bon, nous, c'est uniquement le don d'ovocytes, le don de sperme, l'accueil d'embryons, etc. Mais on essaye de le faire bien et avec notre cœur. Voilà. On en a vite fait parler, mais quelles sont les différentes techniques de PMA ? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment PMA et qu'est-ce que ça veut dire FIV et quelle différence ? Peut-être Laurence ? Alors, PMA, ça veut dire procréation médicalement assistée. Avant, ça s'appelait AMP, assistance médicale à la procréation. Donc, c'est exactement la même chose. Et on a plusieurs techniques que l'on peut utiliser en fonction, je dirais, du degré d'infertilité. Le plus simple, ce sont les inséminations intra-utérines, les IIU pour jargonner un peu. Voilà, ouais. Donc, ce sont en fait des techniques qui sont simples. Il suffit de stimuler la patiente. Ça nécessite bien sûr que les trompes soient perméables et on demande au monsieur de venir. Il fait un recueil et 1h30 après, donc nous, au niveau du laboratoire, on concentre les spermatozoïdes et 1h30 après, on replace les spermatozoïdes directement dans l'utérus, qui permet de shunter le col de l'utérus et la glaire cervicale qui parfois sont pas au top. Donc on dépose ces spermatozoïdes dans l'utérus et on laisse faire la nature. Donc, ça, c'est la technique la plus... C'est la technique la plus simple qui est quand même une procréation médicalement assistée. Alors ça s'applique à quel type de personnes ? C'est quand les problèmes sont pas très importants, je dirais, quand les trompes sont perméables et quand il y a un petit problème de sperme, un petit problème d'ovulation, pour faire simple. D'accord, mais ça peut être un problème côté femme ou côté homme. Tout à fait. Il faut savoir quand même que la plupart des infertilités sont souvent mixtes. C'est-à-dire que c'est pas plus la femme que l'homme, c'est souvent le couple qui est infertile. Pas de chance, parce que bon... Ou pas. Non, pas. C'est un hasard, vous pensez ? Non, je pense que c'est... Chacun a un peu d'infertilité, finalement. Exactement. Voilà. Ensuite, on a le cran au-dessus qui est la fécondation in vitro, FIV. Ouais. Alors, ça peut être soit une fécondation in vitro simple, soit une fécondation in vitro avec micro-injection. C'est ce qu'on voit à la télé, c'est les ICSI. C'est ce qu'on voit à la télé, ils adorent montrer ça. Ouais. On voit le spermatozoïde qui est injecté dans l'ovocyte. Ouais. Donc ça, c'est la technique. C'est une technique de fécondation in vitro. Et le principe, c'est que tout se passe en dehors du corps de la patiente. On récupère les ovocytes, on récupère les spermatozoïdes, on fait le mélange, je dirais. En gros, on fait le bébé dans une éprouvette. Magique dans l'éprouvette. Et on replace les embryons dans l'utérus à 2, 3, 4, 5, 6 jours, voire parfois 7 jours. Et on attend que ça s'accroche. Alors, des fois, on en implante plusieurs. C'est là on se retrouve avec des grossesses multiples, c'est ça ? On peut. C'est pas... pour les femmes de moins de 30 ans, on ne replace plus qu'un seul embryon, parce que bien sûr, avoir une grossesse gémellaire, c'est pas une réussite. Du moins pour nous, au centre de PMA. Et donc, on essaie au cas par cas, d'être... Le but, c'est qu'il y ait un enfant au bout. La grossesse gémellaire, c'est pas un but en soi, quoi. Alors, c'est quoi ? C'est par rapport au pourcentage de réussite ? Oui, c'est par rapport à l'âge d'abord, l'âge de la patiente. Au plus la patiente est jeune, au moins on mettra d'embryon. On n'en mettra qu'un. Ensuite, ça va dépendre aussi du rang de la tentative. C'est-à-dire si c'est la 4e tentative, on va peut-être en mettre 2. Ça va dépendre de la qualité des embryons aussi. Ça, on l'a le jour du transfert. Là, ça dépend de beaucoup de choses. Tu devrais peut-être préciser, Laurence, les protocoles, le nombre de tentatives auxquelles ils font droit. C'est important qu'ils le savent, les auditeurs. Oui. Donc en France, c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale et c'est 4 tentatives de fécondation in vitro qui sont prises en charge, en sachant qu'une tentative, la définition d'une tentative qui compte pour la sécurité sociale, c'est une ponction suivie d'un transfert d'embryon. Si la ponction n'est pas suivie d'un transfert d'embryon, la tentative ne compte pas. Quand on dit transfert, c'est une réimplantation ? Dans l'utérus. D'accord, ok. Et moi, j'avais une question aussi, Laurence. À qui il appartient l'embryon quand il n'est pas utilisé ? C'est-à-dire, par exemple... Ça, vous en faites 4-5 dans une éprouvette, et qu'est-ce qu'on fait ? Les restants, non ?
C'est-à-dire, bon, admettons ça marche de suite. Il reste 3 Alors, ils sont détruits. Voilà, on a la possibilité, alors ça dépend de la qualité des embryons, bien sûr, on a la possibilité de congeler les embryons. Quand on congèle des embryons, les embryons appartiennent au couple. Eh oui. Nous, au niveau du centre de procréation médicalement assistée, nous sommes les gardiens de ces embryons, mais ils ne nous appartiennent pas. Et ces embryons n'appartiennent pas plus à l'homme qu'à la femme. C'est-à-dire que si le couple se sépare, fin des embryons. Et c'est-à-dire qu'on fait quoi ? Le problème qu'il y a en France, c'est qu'on est un des pays où il y a le plus de stock d'embryons, puisqu'on ne sait pas quoi en faire. Enfin, personne ne sait quoi en faire. Et vous les détruisez pas, du coup ? Alors, nous, on ne fait qu'appliquer les décisions des couples. C'est-à-dire que quand on a des embryons congelés, tous les ans, on les relance à savoir ce qu'ils veulent faire de ces embryons. Il y a 3 possibilités. Soit ils veulent les garder, et ils peuvent le faire jusqu'à plus de 5 ans. Et donc, on les garde et on les réinterroge tous les ans. Soit ils ne veulent plus les garder. Ou le couple s'est séparé, ou il n'y a plus de projet parental. Voilà. Et là, il y a 3 possibilités. Soit le couple choisit de les détruire. C'est rapide, on sort le fait. On sort la paillette et puis c'est terminé. Soit le couple choisit de les donner à la recherche, soit c'est le don à un autre couple. Anonyme. Un don anonyme. Oui. C'est ce que Nathalie, tout à l'heure, tu parlais de l'accueil d'embryons. Donc c'est bien ça. L'accueil d'embryons. L'accueil d'embryons, c'est. Moi, je vais parler des autres techniques parce qu'elle a parlé pour la France. Enfin, il y a la FIV, comme on a parlé. Il y a donc l'IAD, c'est l'insémination avec sperme de donneur. La FIV XI avec don d'ovocytes, c'est lorsqu'on utilise les ovocytes d'une donneuse. Le double don, alors qui est autorisé maintenant en France, c'est lorsqu'on utilise les ovocytes d'une donneuse et le sperme d'un donneur. Ah oui, d'accord. Et il y a l'accueil d'embryons. Ah oui, c'est extrêmement compliqué. L'accueil d'embryons, ce sont des embryons qui ont été donnés par d'autres couples et donc on accueille un embryon. Voilà. On est à la limite presque la gestation pour autrui, sauf que là c'est pour soi quand même. C'est-à-dire qu'on implante un embryon qui a été conçu. Je ne voudrais pas quand même qu'on dise que c'est la gestation pour autrui. Je suis pas tout à fait d'accord. La limite, c'est que dans la technique, on est à la limite, on est sur la technique, c'est la même chose, sauf qu'à la fin, l'enfant est gardé par les parents. La technique, c'est toujours la même. Oui, la technique, c'est la même, mais après, c'est. La finalité, c'est pas de le redonner au couple qui. Si c'était le cas, j'aurais jamais pu avoir d'enfant parce que ça aurait été une mère porteuse. Donc, je suis pas la mère porteuse de mes enfants. Je suis la maman de mes enfants. Voilà. Dans nos centres d'assistance médicale à la procréation, il faut dire aussi qu'on a des concertations pluridisciplinaires où il y a des psychologues, des pédiatres, différents gynécologues, endocrinologues, et que chacun, donc on présente des couples, des histoires, et que chacun va pouvoir formuler effectivement un avis, avoir un conseil, et tout le débat là qu'on vient d'avoir ensemble, mais on les a parfois autour d'une histoire de couple. Et on peut tout à fait décider de prendre en charge le couple en question ou de ne pas le prendre en charge parce que on pense que c'est pas légitime ou qu'il n'y a pas la place ou qu'il y a d'autres problématiques purement médicales d'ailleurs. Tout à fait. Et donc chaque histoire est bien débattue dans ce centre d'assistance médicale à la procréation. Ce n'est pas uniquement le côté technique. On va dire voilà FIV ou pas FIV. Non, c'est toute l'histoire du couple qui est débattue. Vous êtes quand même des pionnières. C'est vraiment important ça. Il n'y a pas grand monde qui travaille comme ça. Oui, c'est ce qui nous tient à cœur, vraiment. Et même Béatrice voulait venir nous aider en supervision de nos... Moi aussi, je vais venir vous aider. Parce que, et puis du coup, moi, je ferai un reportage sur votre centre qui a l'air magnifique. En tout cas, ça a l'air d'être assez sympa. Ça change de ce qu'on voit en France. Moi, la première question que je m'étais posée quand il y a eu cette question de la cryoconservation des ovocytes, c'est que... par convenance personnelle, pas quand c'est un cas sociétal, voilà. Par convenance sociétale, vous dites ? Convenance personnelle, oui. D'accord. C'est qu'en est-il du rapport sexuel ? C'est-à-dire, ça peut être vu aussi comme un évitement du rapport sexuel. On peut très bien. C'est pour ça que je parlais des binaires tout à l'heure. Il y avait un lien dans ma tête. Oui, d'accord. C'est que finalement, on pourrait ne pas avoir de sexualité. Tout à fait. Du tout. Tout à fait. Plus de corps à corps. Excusez-moi, mais quand on n'a pas de sexualité, on est considéré comme binaire. Non, mais enlevons cette question. Ça veut dire que, avec la convenance personnelle qu'autorise aujourd'hui la loi,
On peut très bien avoir un enfant Tout à sans fait. rapport sexuel. Jamais de sa vie de rapport sexuel. Tout à Et on fait. peut pourtant être parent. Oui, mais après, Ouais. le Alors- rapport sexuel, je qualifierais le rapport sexuel comme un choix, un désir, tout comme l'enfant. Oui, voilà, ça. Moi, je veux un enfant, mais je veux avoir des rapports sexuels, mais voilà quoi. D'accord, ok, ok. Je veux un enfant, je veux faire un enfant toute seule, mais je reste une femme avec des désirs sexuels et j'ai envie d'avoir des rapports sexuels. Oui, mais on est d'accord que C'est deux choses différentes, le du corps coup. de l'homme et de la femme sont conçus au départ. Ils sont- Si on je suis reste tout au ras à- des je pâquerettes. suis tout à fait d'accord avec vous, mais on a tellement avancé aujourd'hui, en fait, que ces questions-là, j'aimerais qu'on se les pose plus, en fait, puisque C'est le problème. c'est le problème, parce que Bon, il faut se on les a, poser. Non, se les non, poser, mais je pense. on a quand même Il faut bien, vraiment on se a les quand même poser. bien avancé aujourd'hui. On peut avoir un enfant sans avoir un rapport sexuel, et on peut avoir un rapport sexuel juste pour le plaisir, et sans avoir un rapport sexuel pour procréer. Et en Sauf quoi oui. c'est un Ouais, avancement Ça s'entend, ça s'entend. Bah, c'est un, Non, ça- c'est c'est que- pas un avancement, c'est un choix. Oui, c'est que ce différent. que Célia, tu veux dire, c'est qu'effectivement, je veux un enfant, donc je vais avoir des rapports sexuels avec un homme pour avoir des enfants. Et là, non, en fait, là, c'est deux choses complètement différentes. C'est possible. C'est dans ce sens-là où il y a eu une Possible. avancée. À l'époque, on pensait, Voilà. faire un enfant, C'est c'est pas- ça, il faut avoir c'est- un mari. Enfin, voilà, à l'époque, hein. Bah, Fallait se déjà, marier, les patients en parcours FIV d'aide médicale à la procréation, pour les avoir beaucoup écoutés, souffrent justement de cette absence de rapport sexuel et d'avoir des rapports sexuels, parce que j'ai découvert grâce à mes patients que maintenant, Presque forcé, grâce obligatoire. à forcé, C'est obligatoire, en gros, c'est l'heure programmée. et Ouais. grâce à nos magnifiques petits téléphones portables, tout est enregistré sur le téléphone portable. La femme, donc, explique au mari que là, elle est en période d'ovulation, Ouais. qu'il faut y aller. Enfin, Ah ouais, c'est un rapport. la sexualité est très malmenée. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Mm. Et le couple, donc. Ouais. Et le couple, donc, Et la féminité, et la virilité, et la différence des sexes. Enfin, c'est pas sans Plus de question quand même. spontanéité, plus de voilà, Pas plus que la PMA, d'imprévu. c'est bien finalement, parce que. Bon, pour On quand va même, se mettre une pour balle quand dans la même en tête, quand revenir même. au PMA, au FIV, on a Jade qui nous demande comment choisir bien sa clinique et comment être Ouais. correctement accompagné. Célia, vous êtes dans le parcours en ce moment. Oui. Comment vous avez fait pour Avant que choisir votre Célia nous clinique détaille tout à l'heure en fin d'émission. Ouais. Comment ça a été fait? J'ai en fait rencontré l'association Seki lors d'une journée d'information et j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs cliniques qui étaient sur place avec lesquelles j'ai pu m'entretenir. Et j'ai fait des premiers entretiens sur place et ensuite des visioconférences à la maison. Et en fonction de ce qu'on me proposait, j'ai opté pour une clinique qui, pour ma part, de ce que j'ai ressenti, en tout cas, le suivi. Au départ, en fait, ma plus grosse peur, ça a été que je sois juste un numéro. D'accord. Donc, je recherchais aussi vraiment l'accompagnement, le Côté côté humain. social, le côté Social. humain et social. Et du coup, c'est ce que j'ai trouvé dans la clinique que j'ai choisi. Ok. Et pour Myriam, par exemple? Ben, je n'ai pas entendu du coup ce que Célia a dit. Ah, d'accord. Bon, je sais pas. Oui, bon, dommage. En fait, depuis tout à l'heure, je n'entends jamais quand Célia prend la parole. Je suis Ah, désolée. étrange. Bon, c'est les joies du direct. Célia Pourtant, parlez. Ouais. pourtant, il est bien collé à moi, le micro. Vous m'entendez là ou pas du tout? Là, j'entends, ouais. Ah, je sais mystique. Oui. Célia entendait tous les invités. Peut-être, sauf- oui, je c'est sais peut-être pas, parce que je sais suis pas. trop loin, oui. Bizarre. Bon, ok. Eh ben, dommage. Du coup, tu peux reposer la question, Mylène. On est en plein direct. Comment bien choisir sa clinique et comment être Ah oui, voilà. correctement accompagné? Vous avez fait comment, Myriam? Ah bah alors moi, de toute façon, j'ai la chance d'être entourée et d'avoir pu rencontrer de nombreux partenaires, notamment Nat qui m'a aussi accompagnée, pas directement, mais a pu du coup me donner des conseils et des adresses. Et donc du coup, en collaborant avec certains de mes partenaires, j'ai pu orienter des femmes qui sont en parcours PMA. Et D'accord. donc des partenaires, des associations aussi qui sont en partenariat avec des cliniques, aussi bien en France qu'en Europe. Et donc du coup, ce qui permet de faciliter les contacts et surtout les recommandations, quoi.
en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux choix. Il y a le choix de la clinique, du centre en France. Ça, c'est souvent lié à la région où on habite. Il me semble quand même qu'on va au plus près de chez soi. Malgré tout, on est quand même on est un patient, mais on a aussi le droit de choisir son centre. Ce qui va être plus difficile lorsque c'est loin. Là, apparemment, sur Toulon, il y a une super équipe, donc je vous invite à les consulter. Pour ce qui est de l'étranger, alors bon, il y a Jean-Luc qui est coach et qui connaît aussi pas mal de cliniques, de l'association. Baby's Life, pour trouver Jean-Luc. Baby's Life. Ce qui est important dans votre parcours, c'est première chose, c'est que quand vous contactez des cliniques à l'étranger, c'est déjà de vous sentir à l'aise. Et c'est pas non plus de croire tout ce qu'on va vous dire. Oui, parce qu'on peut avoir peur quand même. Si c'est à l'étranger, voilà. Alors, généralement, il y a toujours des coordinatrices qui parlent très très bien français, etc. Mais ce qui compte, c'est, je pense, et Jean-Luc, je lui donnerai peut-être la parole, c'est que c'est se sentir bien avec les personnes avec qui on est en contact. C'est que les prix qu'on va vous proposer soient corrects et surtout avec des devis, parce que... Alors, c'est quoi une fourchette de prix correcte ? C'est vraiment au cas par cas, ou pour donner un ordre d'idée, Alors, on va dire que si on part sur des centres en Espagne, en parenthèse, parce que pourquoi on parle beaucoup de l'Espagne, parce que c'est les pionniers, il faut le savoir, et ils ont aussi beaucoup de donneuses. En Espagne, on va dire pour un don d'ovocytes, en moyenne, aujourd'hui, avec des transferts de blastocytes. Alors, blastocytes, ce sont le stade de maximum où on peut... cultiver l'embryon. Cultiver l'embryon. On est en moyenne sur 7 000 €. En moyenne. Ça, c'est pour les cliniques qui travaillent assez bien, qui sont correctes, qui incluent tout, etc. Il y a des cliniques qui vont aller... moi, j'ai vu des cliniques ajouter beaucoup de choses, dont des DPI, on a parlé tout à l'heure, etc. Des cliniques qui montent à 10 000, 12 000, qui font des garanties de grossesse aussi. Alors ça à fuir aussi, parce que c'est très compliqué. Ça va jamais dans le bon sens, donc évitez ce genre de choses-là. Et puis, pour une FIV don de sperme, par exemple, pour une femme célibataire, il faut compter 4 500 € pour un prix correct, à peu près. C'est ce qui avoisine la France. Il ne faut pas croire qu'ils sont... Avec leur ovocyte. Oui, avec leurs ovocytes. Sans don d'ovocytes. Voilà. Double don, on est sur 7 500 €. Voilà un petit peu les fourchettes. Voilà. Et les IAD, on est sur des tarifs entre 900 et 1 200 €. Mais pourquoi aller dans une clinique à 1 200 € si vous pouvez en avoir une à 900 €? Oui, mais ça donne ordre d'idée. S'il y en a qui vous annoncent des prix 3 à 4 fois le prix, il faut surtout vous sentir à l'aise. Il faut que la clinique... elle soit un peu connue, il faut vraiment des choses. Alors bon, Jean-Luc peut vous accompagner, ou l'association, ou d'autres associations, mais surtout, que vous sentiez à l'aise et que vous ayez toutes les réponses à vos questions. C'est ça qui est important. On a Thomas de Rennes qui nous dit: est-ce qu'en France, vous acceptez toutes les demandes et comment sont-elles choisies? Laurence, Anne? C'est une bonne question, ça. Et alors, effectivement, on ne va pas accepter toutes les demandes. Les demandes, alors d'abord... on est pharmaciens et médecins, donc d'abord ce sont des demandes qui sont médicales, ça c'est une première chose. Donc on va effectivement regarder le dossier médical, on va en discuter en commission avec des spécialistes de toutes les parties et voir si en médecine c'est toujours le bénéfice et le risque. Si prendre la personne fait courir un risque énorme, parce que une fécondation in vitro, il y a une anesthésie générale, il y a un traitement hormonal qui peut être lourd, qui peut avoir des effets secondaires. Donc si, pour avoir un résultat qui est nul, on ne prendra pas ce risque-là. Donc voilà, il y a plein de critères comme ça qui font qu'on va faire du cas par cas et examiner un petit peu le dossier et voir si ça vaut le coup d'y aller, quoi. Et en Espagne, du coup, le parallèle, enfin le comparatif. Non, avant de parler de l'Espagne, il y a un point qui est important sur la question d'avant, c'est-à-dire comment choisir son centre. Et avant de parler de choix du centre, il faut vraiment que les gens se posent les bonnes questions. C'est-à-dire, si, et ça c'est valable partout, si je ne suis pas à l'aise avec mon gynéco, je change de gynéco. Si j'ai le sentiment que le diagnostic, que ce qu'on me dit, c'est pas ça que je sens, je veux d'autres avis. C'est très 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 important, parce que prendre une mauvaise direction, après, c'est foutu. Il faut être bien accompagné, quoi, clairement. Exactement. Il faut vraiment se dire que, tiens, peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été fait, ou peut-être, je sais pas, ce gynéco, apparemment, je suis rentré, il n'avait pas l'air très concerné par mon problème. Il y a plein... Dès qu'on a le moindre détail... c'est important. Exactement. Ensuite, le centre PMA, c'est pareil. On va dans un centre, même si l'autre, il est à 100 km, c'est pas grave. Si on n'est pas à l'aise dans le centre, si on sent que
l'accueil qu'on a reçu, c'est pas le bon, si on sent qu'on est un numéro, on change de centre immédiatement. Il faut privilégier le rapport humain. Un traitement ne marchera pas si on se sent pas à l'aise, ça marchera pas. Tout ça, c'est super important. Après, dans les cliniques, dans le monde entier, ça va être la même chose. Comme l'a dit Nathalie, il faut être à l'aise. Il faut se sentir bien. On ne reste pas dans un endroit où on ne se sent pas bien, même si c'est moins cher, même si c'est plus cher, même s'il y a de la réputation. Voilà. On ne reste pas. On fuit parce que ça ne va pas marcher. Si on n'est pas à l'aise, c'est que le reste, ça va être encore pire. Donc, c'est un labeur un petit peu... c'est un peu laborieux de choisir où on va se faire traiter. Mais il faut penser que c'est la chose la plus importante de notre problème. Une fois qu'on va être bien pris en charge, qu'on va être bien, on se sent bien, ça va bien se passer. C'est certain. Et l'autre écueil à éviter, c'est toutes ces statistiques ou ces palmarès qu'on voit dans les magazines. Je pense que tous les chiffres, on peut leur faire dire exactement ce qu'on veut, suivant les patientes qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Souvent, on voit des taux de réussite ou des choses comme ça. Voilà, donc dans ça, je celle-là, pense que c'est à éviter. Et je rejoins Jean-Luc sur se sentir bien. Notre taux de réussite, c'est le nôtre. C'est 1 ou 0. Peu importe si la clinique elle a 99% de résultats positifs, parce que nous, on va peut-être être le 1%. Ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est effectivement... Alors, si on n'est pas sûr, on se fait accompagner par des gens comme moi ou Nathalie, ou peu importe. Il y a des tas de gens qui peuvent accompagner, qui, eux, sont dans les cliniques. Et ils vont vous dire, ce médecin, il est bon. Donc là, Jean-Luc, vous accompagnez que sur des cliniques espagnoles, à Baby is Life? Non, moi je travaille dans plusieurs pays. Donc en fonction du cas des personnes, on va plutôt les accompagner dans un pays ou dans un autre, en fonction de quelle est sa situation et au niveau des lois de chaque pays, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après. Très bien. Eh bien, on va arriver dans le parcours de Célia. On se retrouve dans quelques secondes. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Donc Célia, comme on l'a dit, vous êtes maman solo, enfin vous essayez d'être maman solo. Vous avez entamé le parcours d'une PMA. Pourquoi ce choix alors ? C'est un choix mûrement réfléchi. J'ai été en couple auparavant, ça s'est pas très bien passé. Je n'ai pas ressenti le besoin d'être encore en couple, mais j'ai ce désir de grossesse et de... Oui, j'allais dire, du coup, pendant cette phase de couple, il n'y avait pas de désir d'enfant ? Du coup, ça s'est mal passé, mais bon... Ça s'est mal passé. On va la faire courte. Ouais, d'accord. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Voilà, on va essayer de pas trop remuer le couteau dans la plaie. J'ai été mariée à 20 ans. J'ai subi des violences conjugales. D'accord, ok. Donc voilà. Voilà, ok, effectivement. Donc d'où l'IVG. Parce que voilà. Vous avez dit tout à l'heure. Après, j'ai eu d'autres relations qui n'ont pas forcément abouti à ce que je voulais. Enfin, c'était pas ce que je désirais. Mais au fond de moi, je voulais être maman. Et ça, je le veux depuis que j'ai 16 ans. Donc, à un moment donné, je me suis posé la question. Et à un moment donné... moi, comme je disais tout à l'heure, entre 25 et 30 ans, je disais déjà à ma mère que si Dieu a créé l'homme et que l'homme a créé la banque du sperme, c'était pas pour rien, quoi. C'est un peu... je le dis d'une manière un peu bête, un peu rigolote, mais au fond, je l'ai toujours pensé. Pour moi, j'ai pas besoin d'un homme pour être maman et pour faire un enfant. Vous parliez de votre maman, donc comment votre entourage a accueilli la nouvelle ? Comment vous leur avez annoncé ? Et quelle a été la réaction ? Là, c'est autre chose aussi, puisque moi, je suis issue d'une culture qui, justement, n'adhère pas à ce genre de pratique. Parce que pour avoir des enfants, il faut être marié. On rentre dans le truc sociétaire où... faut avoir un cadre de vie, il faut être dans un protocole que je n'accepte pas. Donc forcément, c'est pas un sujet que j'ai abordé avec eux. Ils sont au courant de la démarche aujourd'hui ? Personne. Voilà. D'où voilà, on vous voit pas là, vous êtes dans votre petit coin. Après, je pense que c'est volontaire. C'est-à-dire que je veux éviter tout stress. Et ça va finir par se savoir à un moment donné. Ah, même de toute façon, je ne le cacherai pas. Parce que ça va marcher, ça va être super. Voilà, de toute façon, je ne le cacherai pas. Je n'irai pas m'inventer une histoire d'un mari qui a disparu du jour au lendemain ou qui m'aurait abandonné ou autre. Je veux juste, moi, préserver mon état d'esprit. À un moment donné, la vérité sera... il y aura un bébé. Voilà, je pars du principe, en fait, qu'il faut toujours dire la vérité. C'est-à-dire que la vérité, ma famille la connaîtra, tout comme mon enfant. Si demain, j'arrive à être maman.
mais je veux préserver mon état d'esprit, je veux être dans de bonnes conditions psychologiques pour mon projet, et le sacrifice, c'est de ne prévenir personne. Effectivement. Et du coup, tout ça, combien ça vous coûte ? Est-ce que c'est remboursé, pas remboursé ? Alors moi, je suis pas partie je connaissais pas du tout ce système de remboursement ou autre. Parce que du coup, peut-être qu'effectivement, ça s'applique pas dans certains cas. Là, c'est quand même un choix personnel. C'est pas une question d'infertilité ou autre. C'est un choix personnel. J'ai mis du temps avant de franchir le cap, puisque je voulais pas avoir un enfant si je n'avais pas les conditions aussi pour avoir un enfant. Donc je suis retournée à l'école, j'ai étudié, j'ai eu un diplôme, j'ai eu un métier, j'ai acheté un appartement, et puis quand j'ai voulu avoir un enfant, je me suis dit l'appartement est trop petit. J'ai revendu l'appartement, j'ai acheté un appartement avec une pièce en plus pour me dire voilà. Au cas où, ouais. Au moins là, les conditions sont là. Après bon, je suis comptable, donc tout est prêt. Tout est. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une question d'anticipation chez moi. Ouais. On anticipe beaucoup. J'anticipe psychologiquement si ça marche pas, mais j'ai anticipé, on va dire financièrement et matériellement. Si ça marche. Ouais, parce que du coup, ça coûte combien ? Tu peux annoncer le prix ou pas ? Non. Acheter un appartement, c'est. Non, non, mais pour. Ah oui, non, mais ça, d'accord. Voilà. Toute la démarche. Après, toute la démarche, elle est environ à 5 000 €. Ok. Mais moi, je suis partie du principe où je ne savais même pas que ça existait un dossier de remboursement sécurité sociale. Mais là, peut-être que ça s'applique pas, effectivement. Je sais pas. Si, ça s'applique aussi. Si, ça s'applique. Ah, si, ça s'applique quand même. Il faut c'est les mêmes conditions qu'en France, en fait. Il faut avoir moins de 43 ans. Il y aura 4 FIF qui seront pris en charge, et donc il faut une demande d'entente préalable. Voilà. Mais ça s'applique à partir du moment où elles ont moins de 43 ans. Et là, c'est trop tard pour vous, du coup, de faire la demande à partir du moment où la démarche a été faite. Alors, la démarche a été faite, la démarche a été acceptée. C'est le bout, là. Parce que j'aurai 43 ans au mois de décembre. Pour le remboursement, pour le remboursement. Aussi, du coup, voilà. ok. Et en fait, quand la loi a été votée, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai couru dans un centre de PMA à côté de chez moi pour leur dire la loi elle a été votée, je veux une place. Et en fait, comme j'avais 41 ans, on m'a dit non. Alors j'ai dit bon, j'en ai marre, on va jamais m'aider ici, je vais aller à l'étranger. Mais ensuite, c'est là que j'ai rencontré l'association C'est qui m'a expliqué en fait que même si j'allais à l'étranger, bon déjà ils m'ont présenté d'excellentes cliniques, et même si j'allais à l'étranger, je pouvais avoir cette aide de la sécurité sociale. Mais quoi qu'il arrive, oui, vous vouliez l'enfant. Je voulais l'enfant, donc ça y est, l'argent était déjà mis de côté. C'était déjà anticipé. Voilà, disons que c'est un plus. Je l'attends pas, mais voilà, c'est bien. Le remboursement, il n'est pas total, hein. Faut pas non plus rêver. Le remboursement, il est de 1 580 €, plus les frais de transport s'il y a une infertilité. Et après, il peut y avoir la mutuelle, ça dépend des mutuelles. Mais c'est pas un remboursement total. Mais même sans remboursement, je l'aurais quand même fait. Oui, puisque de toute façon, c'était prévu. C'est l'enfant que je veux avant tout, donc. Combien de temps ça a pris tout ça, les démarches, entre le moment où elles ont été commencées et le moment où vous n'allez pas tarder à être enceinte finalement ? Alors, au moment où je me suis lancée, c'était avant le Covid. Ah oui. Ah quand même. Et j'étais complètement perdue, puisque je ne trouvais personne pour m'informer, pour m'orienter. Et comme j'ai dit, au moment où j'ai rencontré l'association, par contre, ça s'est très vite débloqué. Parce que j'ai rencontré l'association au mois de novembre, courant novembre. Et donc là, je pars la semaine prochaine en Espagne. Le temps, en fait, de faire les examens, le temps de faire mon dossier, le temps parce que j'ai eu plusieurs examens à passer, et il fallait que j'attende à chaque fois le cycle, et ainsi de suite, les jours. Oui. Donc du coup, ça s'est très très vite débloqué. Après, j'ai l'association, voilà, tout le monde sait ce que j'en pense. L'association accompagne très très bien. J'ai aussi la clinique qui m'accompagne aussi très bien, et j'ai une coordinatrice qui est au top. Ils ont fait tout un planning, tout ça. Comment ça le planning a été fait. Comment ça va se dérouler ? La pauvre, je l'embête même à 23h, mais elle me répond quand même. Donc c'est vrai que en Espagne, franchement, je suis ravie de la clinique. Il y a un sens du service visiblement en Espagne sur le sujet. Ah oui, tout à fait. Non, les cliniques, il y a beaucoup de cliniques en Espagne. C'est vrai qu'elles sont en concurrence, donc elles ont plutôt intérêt d'avoir un très bon service, bonne réputation, d'avoir du personnel étranger. C'est vrai, c'est valable dans d'autres pays d'ailleurs. Mais l'Espagne, comme l'a dit Nathalie avant, est pionnier, et c'est là où il y a le plus de cliniques. Donc, grosse expérience, tout quoi. Exactement. Donc effectivement, elles ont plutôt intérêt d'avoir bonne réputation, et que les patients aient ce type de commentaires.
Combien de mamans solo vous accompagnez par an à l'association, Nathalie ? En moyenne, on accompagne au total, sur la totalité des adhérents, entre 1500 et 1600 par an. Ah oui, quand même. Et c'est exponentiel puisque depuis novembre, on a eu on va dire qu'avant, on avait 60% de couples hétérosexuels, on avait 30% de femmes seules et on avait 20% de couples homosexuels. Aujourd'hui, on est sur un ratio 50% de couples hétérosexuels, presque 40% de couples de femmes seules et 10% de couples homosexuels. En fait, on a eu une augmentation en peu de temps là c'est énorme, c'est 40%, c'est énorme. Jean-Luc, vous accompagnez beaucoup de mamans solo ? Non, pas beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de couples, d'accord, donc qui sont en fin de parcours PMA. Il y a quelques mamans solo. Alors en fin de parcours PMA, en fin de parcours de FIV en France, les cas de FIV remboursés, tout ça, c'est ça. Et du coup, ils sont obligés de basculer après là-bas parce qu'en France, c'est. Exactement. Alors, non. Oui, Nathalie. C'est pas ça. En fait, il faut savoir qu'il y a une petite variante, c'est que lorsque on dit cas de FIV remboursé, lorsqu'il y a une fausse couche, ça remet les compteurs à zéro. Et du coup, il y a des couples qui repartent avec cas de FIV, notamment à l'étranger. Ça dépend du moment de la fausse couche. Oui, mais en général, ça passe assez bien. Pour les dossiers qu'on a à l'étranger. Ouais, il peut y avoir des variantes comme ça. Mais ensuite, moi, je ne m'occupe que de couples qui sont toutes fin de parcours. Donc, c'est les derniers sur 150 000 traitements qu'il y a en France par an. Moi, au final, je vais accompagner 40, 50 couples, pas plus. Okay. Donc, c'est pas la même chose que moi. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'association on n'est pas du tout concurrents. Voilà, nous, on est partenaires avec les associations. Moi, je travaille avec énormément de praticiens, de centres PMA, d'associations, pour les aider justement pendant les parcours à les informer de qu'est-ce qui va se passer après si ça ne marche pas. C'est ça qui est important. Donc, l'association, elle, va accueillir les gens en cours de parcours et va les aider justement, va leur donner plus d'appui. C'est pas tout à fait pareil. Tout à fait. Voilà, c'est pas du tout le même travail. On est parfaitement partenaires sur l'accompagnement dans le but d'aider au maximum les gens jusqu'à la fin. Alors on a une question particulière de Hugo pour Célia, mais visiblement vous répondez franchement. N'avez-vous pas l'impression de prendre la place de quelqu'un qui n'a pas d'autre recours que cette méthode, alors que vous pourriez avoir un enfant naturellement? Chaud non. comme question. Mais... Non, en fait, je pense pas que je prends la place de quelqu'un, puisque déjà le parcours je le fais pas en France, donc en Espagne, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui, Jean-Luc, c'est le cas. Ouais. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup. Voilà. Ah d'accord, ok. Bon. Donc je pense pas, je pense vraiment pas. Après, bon, je comprends sa question parce que bon. Il y a certaines priorités qui ont été fixées en France que je respecte, que je ne conteste pas. Et c'est pour ça que je me suis pas vraiment pris la tête sur le sujet. Je suis partie directement dans ma tête, je vais en Espagne. C'était soit l'Espagne, soit la Belgique. Mais la France, je savais que dans ce projet-là, j'avais pas ma place. Eh ben voilà, c'est très clair tout ça. Ben merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se refaire un petit tour de table. Et oui, ça y est, l'émission touche à sa fin. Nous avions eu le plaisir de recevoir le docteur Laurence Lacroix-Certelon, médecin biologiste, coordinatrice du centre de FIV à la clinique Saint-Michel à Toulon. Merci. Merci. On avait Nathalie Amiot qui est fondatrice du magazine Fertile Mag et de www.fertilemag.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avions Célia, donc, qui est femme seule et qui cherche à avoir un enfant prochainement. Merci beaucoup. On a Jean-Luc Bleu de Baby is Life. Merci. Merci beaucoup, en espérant vous avoir un peu aidé. Frédéric Rouautier, vous êtes psychologue à la Cadière d'Azur. Merci beaucoup. On a aussi Béatrice Hart qui est également psychologue. Merci. Merci. Merci Béatrice. Et on avait aussi Myriam Poulain par téléphone en direct du nord de la France. Merci Myriam pour cette participation à l'émission. Moins sympa par téléphone, mais pour vous surtout. Merci beaucoup. Ça va ? Bonne soirée. Merci beaucoup Myriam. Et enfin on avait Anne Cohen-Bimas qui est biologiste et présidente de Servalliance Côte d'Azur. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Eh bien merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une autre émission. Ah oui, pour une prochaine enquête. À ciao. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir.